Bonjour à toutes et tous. On va commencer. Alors, est-ce que la lutte contre l'extrême droite passe par la lutte antiraciste? Oui, bien sûr, évidemment, mais le problème, c'est qu'on a une gauche qui est de plus en plus loquace, qui pense qu'il suffirait de dénoncer la supercherie sociale du RN, par exemple, qui pense qu'il suffirait de dénoncer les connivences du RN avec le grand capital, tout en mettant sous le tapis toute revendication antiraciste pour faire reculer l'extrême droite dans l'espoir de grappiller quelques petites voix. Alors en réalité, cette stratégie, elle a deux conséquences. Tout d'abord, elle est inefficace, voire même contre-productive, parce que elle renforce in fine l'extrême droite en légitimant ses revendications et en normalisant son discours. Et puis, pour ces mouvements qui se disent de gauche, il y a une perte totale des revendications d'égalité et d'émancipation pour toutes et tous, qui sont en réalité l'ADN de la gauche. Donc oui, l'antiracisme doit avoir une place prépondérante dans nos luttes, non seulement en tant que stratégie politique de lutte contre l'extrême droite, mais surtout et avant tout comme une nécessité pour construire une société véritablement égalitaire. Donc pour en parler, nous avons invité Chem Yoldas, qui est porte-parole de la Jeune Garde. Nous avons également avec nous Sylvie Laurent, historienne, qui est autrice de Pauvres petits blancs et de Capital et race, histoire du Nîdre moderne, et que vous pouvez trouver au Salon des livres. Et enfin, on a Antoine Léaumont, député LFI NFP de l'Essonne. Donc je vais commencer en donnant la parole à Chem Yoldas. Bonjour à toutes et tous. Alors moi c'est Jem, je suis porte-parole de la Jeune Garde. Et en fait pour nous cette question elle est assez simple parce que lorsqu'on a créé la Jeune Garde, on l'a créée dans un contexte où l'extrême droite violente justement commençait à s'organiser, commençait à avoir pignon sur rue avec des locaux. Et en réalité l'extrême droite, dès qu'elle prend la rue, on l'a vu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à commettre des agressions racistes. On l'a vu notamment dans une ville comme Lyon. Lorsqu'on a créé la Jeune Garde, il y avait 5 locaux fascistes. Et justement, lorsque il y avait énormément de fascistes qui sortaient plusieurs fois par semaine et les agressions racistes étaient extrêmement nombreuses. Alors pour nous, c'était assez évident, mais évidemment, Imen l'a rappelé, pour une partie de la gauche, c'est pas évident. Parfois, certaines personnes pensent que justement parler d'antiracisme, parler d'islamophobie, ça fait fuir les gens, notamment en milieu rural. Or, pas du tout. Nous, justement, ce qu'on porte, c'est justement d'avoir une ligne claire. Si on commence à adopter le récit de l'extrême droite, qu'on commence à rentrer dans chacune de leurs polémiques, effectivement, c'est là qu'ils se développent, c'est là que justement ils commencent à mener la bataille culturelle et qu'ils prennent et qu'ils gagnent pas à pas. Et ça, on remarque de manière très concrète, que ce soit, par exemple, l'année dernière, je vais prendre un exemple très concret, on l'a vu notamment, le rappeur Medine était invité dans plusieurs universités d'été, notamment ici, notamment à Europe Écologie Les Verts. Et il y a toute une partie de la gauche qui, après que l'extrême droite a monté une polémique sur CNews, etc., a commencé à chanter avec l'extrême droite. Et en fait, ce qu'il faut très bien comprendre, c'est que les personnes, qu'elles soient musulmanes, noires, arabes, etc., c'est pas seulement les premières cibles de l'extrême droite. En réalité, c'est le cœur de cible de l'extrême droite. C'est quelque chose qui est très différent. Lorsque je dis cœur de cible, c'est que on l'a vu notamment lors de cette dernière élection législative. Toutes leurs questions, tous les problèmes de la France passent par l'immigration. Parfois, ça donnait des scènes assez ridicules. Je me souviens notamment une candidate à Belfort, on lui a demandé quelle politique pour les services publics. Et bien en fait, le problème, c'était l'immigration. Et ça, c'est une constante, que ce soit pour l'hôpital, que ce soit pour le logement, pour l'insécurité, pour la dette, pour le chômage. À chaque fois, ils ramènent ça à l'immigration. Et ça, c'est quelque chose d'assez vieux. On l'a vu notamment à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Pour lui, il avait un slogan, c'était 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop. Vraiment, le cœur de cible, et pas les premières cibles, c'est les personnes, c'est l'immigration, c'est les personnes qui ne sont pas blanches, c'est les personnes qui n'ont pas la bonne religion. Et face à ça, on a plusieurs solutions. Soit on accepte leur récit, on se dit on va essayer d'être
une gauche qui essaye de plaire à tout le monde, ou on essaye de faire honneur à notre ADN, qui est celui de la lutte pour l'égalité, de pas s'oublier parce que certaines personnes l'ont un petit peu oublié. Être de gauche, c'est justement être pour l'égalité sociale, l'égalité raciale, l'égalité de genre, etc. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'extrême droite, depuis plusieurs années, justement, il se développe, notamment avec un monsieur qui est un petit peu le patron de l'extrême droite, c'est Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, c'est notamment le patron, c'est notamment celui qui a racheté CNews, qui a racheté C8, qui a racheté Europe 1. On sent que cette personne a un projet pour le pays, et on l'a vu notamment lors de l'élection présidentielle de 2022, en finançant la campagne de Zemmour. Et on l'a vu récemment encore, juste avant de prêter allégeance au Rassemblement national, Éric Ciotti est allé dîner chez Vincent Bolloré. Et Jordan Bardella, cet été encore, est allé dîner chez Vincent Bolloré. Et ce qu'on constate, c'est que l'extrême droite politique, l'extrême droite institutionnelle, l'extrême droite violente, en fait, ils ont le même patron. Là, on a appris récemment, via quelques journaux, notamment via Mediapart, que Marc de Cacré-Valmeunier, leader des Ouaf Paris, était aussi un employé de Vincent Bolloré. On sent que l'extrême droite, en fait, c'est pas si large que ça. C'est un petit monde, tout le monde se connaît, et ils ont toutes et tous le même patron, Vincent Bolloré. Et c'est pour ça que nous, justement, on a cette responsabilité-là. Parce qu'en fait, si demain, on est faible comme ça, on laisse passer, notamment sur les questions antiracistes, qu'on laisse les milices d'extrême droite aller, notamment, on l'a vu l'année dernière, à Romans-sur-Isère, commettre des agressions racistes, et ben en fait, ici, on a toutes et tous lu Matin Brun. On sait qu'une fois qu'ils auront réglé ce problème des personnes racisées, et ben on va s'attaquer aux personnes homosexuelles, aux personnes, on va s'attaquer aux droits des femmes. L'extrême droite, c'est tout ça. Ensuite, ça passe pas simplement par dénoncer cette partie de la gauche qui est un petit peu molle, enfin qui est molle sur la question antiraciste, qui essaie de la mettre de côté. Ça passe aussi par, comme l'a dit juste avant, il y a 30 minutes, le camarade Ali Diawara, ça passe aussi par la représentativité. Là, on l'a vu, en fait, aux dernières élections législatives, la gauche, si j'ose dire, fait des scores soviétiques dans certains quartiers populaires où la majorité des personnes sont issues de l'immigration. Or, lorsqu'on regarde les photos de famille à l'Assemblée nationale, on voit très peu de représentativité des personnes des quartiers populaires, des personnes musulmanes, et ça, c'est une problématique. Et je pense aussi qu'il y a cette question qu'il faut se poser, même entre nous, il faut justement rompre avec ça et faire en sorte qu'il y a plus de représentativité des personnes issues de l'immigration, des quartiers populaires et du mouvement social. Voilà, je vais laisser la parole à... Merci. Donc maintenant, on va entendre Sylvie Laurent, historienne. Bonjour. Déjà, je voudrais vous remercier pour votre invitation. Je ne sais pas si ma place est tellement ici, je ne suis pas une militante. Il faut parler comme ça. Ok, merci. Donc, j'étais en train d'exprimer mes remerciements pour l'invitation en m'interrogeant sur ma place. J'ai fait beaucoup moins que les deux personnes qui parlent avec moi pour lutter contre le racisme. Enfin, j'écris des livres. Déjà, j'essaye de faire comme ça. Et donc, comme ma spécialité, c'est les États-Unis et l'histoire de la pensée de la suprématie blanche aux États-Unis, peut-être je peux vous proposer ce que moi, je comprends comme étant, à partir de l'exemple américain et un petit peu britannique, ce qui me semble important pour penser la question fondamentale que vous posez, qui est le lien entre la lutte contre l'extrême droite et la lutte contre l'antiracisme. J'avoue que j'appartiens à une génération où la question ne se pose pas. C'est-à-dire que extrême droite et antiraciste, c'est la même chose. Et en fait, je pense que votre question est extrêmement pertinente au regard de ce que devient l'extrême droite aujourd'hui, si on regarde l'extrême droite telle qu'elle se manifeste aux États-Unis. Peut-être qu'on ne vous l'a jamais dit comme ça, mais le plus grand parti d'extrême droite du monde, ça s'appelle le Parti républicain aux États-Unis. Ils ont été au pouvoir pendant 4 ans avec Donald Trump et peut-être qu'ils vont à nouveau être au pouvoir. Et la façon dont on voit l'évolution d'un parti d'extrême droite depuis une forme de respectabilité jusqu'à la capacité d'avoir non seulement la Maison-Blanche mais les 2 chambres, tient beaucoup à la stratégie de masquage
de l'extrême droite. Et je voudrais essayer d'expliquer pourquoi il est de plus en plus essentiel et peut-être de plus en plus difficile de parler des questions raciales. Depuis les années 70-80, il est de plus en plus difficile aux États-Unis, mais aussi en Europe, de tenir des propos explicitement fascistes, antisémites et racistes, en dehors des milices que sans doute vous rencontrez sur le terrain régulièrement. Un candidat d'extrême droite aujourd'hui a une seule idée en tête, c'est de ne pas avoir un procès et de ne pas être complètement délégitimé en disant sale noire, juif, enfin en utilisant tous les mots qui tout de suite qui vont le rendre inaudible. Et donc le racisme tel qu'on voit aux États-Unis, la haine profonde de l'autre, elle trouve des manières de se masquer. Vous avez entendu sans doute qu'il y a eu en Grande-Bretagne récemment des pogroms d'extrême droite contre les communautés indo- et afro-britanniques et aussi quelques communautés immigrées qui y habitaient. Celui qui est à l'origine du déclenchement et de l'organisation de ces pogroms anti-immigrés et islamophobes, c'est quelqu'un qui se fait appeler Tommy Robinson et qui est très intéressant parce que c'est la figure centrale de l'extrême droite britannique. C'est quelqu'un qui était à l'origine de ce qui s'appelait le Popular Front quand l'extrême droite a commencé à s'organiser de façon marginale et qui a compris il y a une quinzaine d'années que stratégiquement, il fallait changer un truc. Et donc, il a commencé, c'est la même chose avec les partis groupuscules d'extrême droite aux États-Unis, qui est une politique agressive, extrêmement importante de recrutement de membres de couleur dans leur rang. C'est-à-dire qu'il y a, aux États-Unis, dans les groupes de white suprémacistes, des Asiatiques, des Hispaniques, des Indiens américains qui viennent d'Inde, des Noirs américains, et on retrouve la même chose dans le Popular Front en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que la stratégie a été de surtout en aucun cas apparaître comme un parti raciste. Il y a dans l'organisation de l'extrême droite britannique, par exemple, des ateliers multiculturels où on vous apprend la cuisine caribéenne. Il y a même des petits groupes de réflexion LGBT. Voilà. Avec comme grand point de ralliement de tout ce monde apparemment divers, la peur de l'islam. C'est la même chose aux États-Unis. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver, au nom par exemple de la masculinité blessée, des groupes d'extrême droite dont les porte-paroles seront noirs, ou hispaniques, ou indiens. Et c'est extrêmement compliqué pour les gens de gauche qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas compris comment l'extrême droite et le rapport entre l'extrême droite et la race fonctionnent, d'attaquer l'argumentaire et la force politique de ces partis, parce qu'ils ont une vision extrêmement réduite de ce qu'est le racisme. Ils se disent, si le porte-parole a la peau basanée, ne peut pas être raciste. Et je crains que si en France, le travail de fond, de réflexion sur la façon dont, par exemple, les penseurs de la situation coloniale avaient déjà tout à fait montré la façon dont les élites coloniales peuvent être intégrées à un système de domination, recevant quelques miettes du pouvoir dominant, pouvaient devenir des alliés de l'extrême droite. C'est quelque chose aujourd'hui qui fait qu'aux États-Unis, beaucoup de journalistes, y compris le New York Times, y compris des gens qui se disent de gauche, ont beaucoup de mal à parler de l'extrême droite ou de la droite extrême. Parce que la politique qui est mise en place de l'extrême droite est de surtout masquer, travestir tout ce qui ressemblerait aux signes les plus évidents de la suprématie blanche. Et je me souviens encore, il y a quelques années, lorsque je faisais des interventions dans les médias suite à la vague de meurtres policiers dans les grandes villes des États-Unis, où les gens avaient énormément de mal à dire crime policier raciste, si l'un des policiers présents dans un tabassage était lui-même noir. C'est-à-dire, il y a cette idée que le racisme est finalement une espèce de maladie extrêmement personnelle que seuls les gens à la peau blanche, natifs, ancrés dans la terre depuis longtemps, ont développé par haine de l'autre. Et la façon dont très régulièrement on assiste aux États-Unis à l'émergence de nouvelles voix d'extrême droite, je pense notamment à une femme noire britannique qui s'appelle Candace Owens, qui est aujourd'hui sur les réseaux sociaux l'une des personnalités d'extrême droite les plus influentes, utilise son statut de
moi, je suis afro-caribéenne, je viens d'Angleterre, qu'on ne me raconte pas c'est compliqué quand on descend du bateau, parce que j'en ai vu d'autres. Quand vous entendez, alors pour des vieux amateurs de rap de ma génération, 50 Cent, Ice Cube, Snoop Dogg, soutenir Donald Trump. Alors à la fois parce qu'il a gracié certains des petits copains, mais aussi parce qu'il y a une part du discours masculiniste de récupération d'une espèce de pouvoir et de testostérone qui plaît à des gens et qui peut se concilier avec l'idée que le véritable immigré, c'est lui qui nous féminise, etc. Il y a des articulations des différentes formes de domination qu'il faut comprendre. Parce que si demain en France, ça n'est pas Jordan Bardella, bien qu'il ait commencé à travailler sur ses origines italiennes, mais quelqu'un qui est la peau basanée ou qui a un nom de tradition musulmane, qui soit le porte-parole de l'extrême droite, s'il n'y a pas eu un travail de fond de fait sur la manière dont le racisme fonctionne et dont on peut tout à fait avoir des alliés de taille quand on est d'extrême droite avec certaines femmes, certaines communautés historiquement maltraitées, ce sera plus compliqué. Et donc, il me semble qu'il est intéressant de voir que, et en Grande-Bretagne et aux États-Unis, où il y a quand même quelques coups d'avance sur ce qu'est l'extrême droite, il y a déjà cette politique extrêmement active de recrutement parmi les communautés de couleur et les communautés historiquement stigmatisées, et qu'il faut comprendre que ça n'est pas une raison pour balancer la lutte antiraciste, mais au contraire, pour avoir un outillage intellectuel extrêmement profond pour montrer très clairement comment c'est la plus grande des ruses de l'extrême droite de se mettre en scène comme post-raciste, comme post-exclusive, en prenant comme peut-être critère fondamental aujourd'hui, qui est le plus petit dénominateur commun, qui est la position vis-à-vis de l'islam. C'est-à-dire que l'islam aujourd'hui, comme espèce de grand fantasme de l'altérité, permet de rassembler des communautés qui étaient précédemment du côté des autres, du côté des ennemis, du côté des indésirables, etc. Voilà. Donc peut-être repenser, c'est ce que je vois depuis les États-Unis, aux différents visages de l'extrême droite, et qu'il va être de plus en plus difficile de les dire racistes, parce que eux sont dans une stratégie de répudiation. Surtout pas, on n'est pas raciste. Comme le dit Donald Trump, je suis la personne la moins raciste du monde, et on peut le croire là-dessus. Et lorsque c'est une personne noire qui dit ça, c'est plus compliqué. Voilà. Donc il faut être prêt à avoir un représentant. Il y a déjà quelques figures en France, Malika Sorel, etc., des gens qui sont un petit peu passés de l'autre côté, mais il faut que la gauche, surtout lorsque ce sont des gens qui sont d'origine européenne et qui peuvent être un petit peu gênés d'aller alpaguer quelqu'un qui est visiblement racisé et qui parle au nom de l'extrême droite, il faut avoir l'outillage intellectuel pour penser ça. Voilà. C'est juste ma petite suggestion du jour. Merci beaucoup Sylvie pour cette analyse très instructive et on reviendra dessus. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Antoine. Antoine, c'est à toi. Bien, déjà merci beaucoup pour l'invitation à cet échange sur comment se battre contre l'extrême droite. Parce que là, en juin, on vient en juillet en réalité, on a obtenu une forme de victoire qu'on peut considérer comme soit temporaire, soit en tout cas comme imparfaite et comme incomplète contre l'extrême droite. Parce que électoralement, nous avons réussi à empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir avec une reconstitution du Front républicain avec les limites qu'il peut avoir, puisque d'ores et déjà, ceux pour qui parfois on a fait voter nous disent que nous, insoumis, nous serions en dehors de ce champ républicain, et allez, c'est reparti. Ils ont déjà oublié les leçons du deuxième tour. Il n'a pas fallu un mois pour qu'ils reviennent dans leur travers habituel et qu'ils refassent un signe égal entre ce qu'ils appellent l'extrême droite à juste titre, mais ce qu'ils appellent de manière inexacte l'extrême gauche, puisque si nous sommes l'extrême gauche, ça fait quand même qu'il reste plein de gens à notre gauche qui peuvent se sentir légitimement mis en cause par le fait qu'ils seraient vraiment très 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 à l'extrême gauche, ce qui n'est pas leur cas non plus. Donc là, on a obtenu une victoire qui est temporaire, mais qui est quand même une victoire, qui est un coup d'arrêt. Et c'est le moment de se servir de ce coup d'arrêt pour renverser la vapeur et pour mener la bataille, en particulier dans l'année qui vient, car je pense qu'on est à peu près tous persuadés du fait qu'il va y avoir une nouvelle dissolution dans un an. Donc on sait qu'on a un an pour mener une bataille contre l'extrême droite qui soit assez frontale, non seulement pour
l'avoir stoppée, mais désormais pour la faire reculer, pour la faire rentrer dans les poubelles de l'histoire dont elle n'aurait jamais dû sortir. Et la question, c'est de savoir comment on fait pour faire reculer l'extrême droite, puisque jusqu'à présent, l'extrême droite a été dans une forme de progression et de marche inexorable vers l'accession au pouvoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas diminuer non plus la dimension de la victoire qu'on a obtenue lors du deuxième tour. C'est que pour la première fois, on leur a mis un énorme coup sur la tête et chez eux, ils sont déprimés. Ils sont en mode, on avait Bardella qui devait devenir Premier ministre. Bah non, il n'est pas Premier ministre, ils sont arrivés troisième. Donc on a créé de la démobilisation à l'intérieur du camp du Rassemblement national. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour transformer l'énergie qui a été celle de l'élection législative de 2024 en une énergie qui est, 1, pérenne, et 2, qui augmente, qui s'accroît. Et pour ça, il y a, à mon avis, plusieurs méthodes, mais on va entrer dans le détail. Donc déjà, un grand merci d'organiser cette conférence parce qu'elle est, il me semble, indispensable et qu'il va falloir qu'on multiplie les échanges de ce type-là pour essayer de trouver la bonne méthode pour lutter contre l'extrême droite. Alors pendant longtemps, on a dit qu'il y avait la possibilité de convaincre ceux qu'on appelait les fâchés pas fachos. C'était ça la formule qu'on employait, fâchés pas fachos. D'une certaine manière, certains seraient en colère contre un système et se serviraient du bâton Marine Le Pen parce que c'est le plus gros bâton pour taper sur le système. Bon, bah cette formule, de toute évidence, elle a des limites. Et on a le droit aussi de regarder avec critique les manières dont on a combattu si on constate qu'elles n'ont pas toujours fonctionné. Et en l'occurrence, l'idée qui est derrière les fâchés pas fachos, qui est d'ailleurs repris par un certain nombre de personnes à gauche, tu l'as dit, dont certaines nous ont d'ailleurs quittés à la suite de l'élection législative, mais c'est, bon, bah, il y a certains thèmes, si jamais on en parle, ça fait fuir les gens. Ok, donc faut pas parler de ces thèmes-là, parce que sinon les gens vont fuir. Et donc, il faut se concentrer que sur quelques thèmes sur lesquels on est majoritaire dans la société, majoritaire idéologiquement. Et donc, il faut qu'on se concentre sur les thèmes sur lesquels on est majoritaire et qu'on laisse de côté les thèmes sur lesquels on serait de toute façon éternellement minoritaire. Très bien. Pourquoi pas? Réfléchissons à cette idée-là. Mais si on fait ça, ça n'empêche pas les autres qui sont actuellement minoritaires sur nos idées de venir nous contester sur les thèmes sur lesquels nous sommes majoritaires et d'emporter l'adhésion populaire sur nos thèmes à nous, nous laissant absolument aucun thème dont on peut parler et nous ayant réduit au fait que nous n'avons plus rien à dire puisque nous avons perdu sur tous les thèmes et que nous sommes minoritaires désormais sur tous les thèmes. Ça n'est pas une manière efficace de combattre l'extrême droite que de ne pas aller la frapper durement sur l'intégralité des thèmes qu'elle développe et de ne pas aller la frapper durement sur ce qu'elle est intrinsèquement, c'est-à-dire une négation de l'égalité au sens républicain du terme, c'est-à-dire une personne égale une voix, puisque eux introduisent pas l'illégalité, de l'inégalité, enfin l'illégalité aussi, mais de l'inégalité permanente entre les êtres humains, soit sur la base de la religion, soit sur la base de la couleur de peau, soit sur la base de n'importe quoi, dès lors que ça divise le peuple français. Et vous avez pu le voir d'ailleurs pendant la cérémonie des Jeux Olympiques, puisque tous ces gens qui se prétendaient défendre les droits des personnes LGBT contre l'islamisme galopant qui les menace, d'un seul coup se sont retrouvés les gens qui menaçaient les droits des personnes LGBT contre personne, contre eux-mêmes en réalité, puisque c'était eux qui attaquaient les personnes LGBT. Donc on a bien vu que en fait l'extrême droite, elle revient systématiquement sur ses bases intellectuelles, qui est de toute façon la bonne personne qu'on peut défendre, c'est une personne qui est un homme blanc, cisgenre et qui, si possible, est catholique. Comme ça, au moins, ça sera à peu près complet et on aura l'identité nationale aux yeux de l'extrême droite. Et tous les autres, de toute façon, à un moment donné, si jamais on considère qu'on ne va pas aller contester cette idée-là et cette vision-là de l'identité nationale, alors de toute façon, eh bien, tous les autres y passeront un par un et ça sera d'abord votre voisin, puis votre voisine, puis le voisin du dessus, puis le voisin du dessous. Et au bout d'un moment, ce sera vous qui ne correspondrez pas exactement à ce qu'en disait l'extrême droite. Il y a donc un enjeu crucial à se battre contre l'extrême droite. D'abord, parce que c'est une question de stratégie politique et de victoire politique. Ensuite, et surtout, parce que c'est une question de vie ou de mort pour nos compatriotes qui sont menacés par l'extrême droite. C'est cela dont il s'agit. Et c'est la raison pour laquelle on peut s'enorgueillir du fait d'avoir un député parmi nous qui est un député de la jeune garde qui s'est inscrit dans une logique d'autodéfense vis-à-vis des menaces qui sont celles que fait peser l'extrême droite sur les personnes qui sont menacées par elle. Donc, il y a à la fois une question de vie ou de mort, et il y a une question de que pouvons-nous faire, nous, militants politiques, et y compris militants politiques, qui ne sommes pas directement toujours concernés par les menaces que fait peser l'extrême droite sur nous. Moi, par exemple, l'extrême droite ne peut pas me menacer, enfin, en théorie, parce que je suis un militant de gauche, mais elle ne va pas me menacer sur ce que je suis, elle va me menacer sur ce que je fais.
sur mon engagement politique. Elle ne va pas me menacer parce que je suis un homme blanc et je ne vais pas vous dire ma religion, mon absence de religion compte tenu du fait que je suis un élu de la République. Mais voilà, il n'y a pas de menace directe. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Être des alliés. Mais être des alliés, ça veut dire être des alliés conséquents. Et ça veut dire, y compris à l'intérieur des organisations de gauche, regarder quelles sont les limites de notre propre action et quelles sont les limites de ce que nous pouvons faire dans la bataille contre le racisme. Parce qu'il y a deux formes de racisme. Il y a un racisme actif, c'est-à-dire les gens qui effectivement sont convaincus du fait qu'il y aurait une inégalité fondamentale entre les gens en raison de la couleur de peau, du genre, ce que vous voulez, ce qui fait dire à des gens comme Éric Zemmour que par exemple les femmes sont nécessairement placées en situation de domination parce qu'elles ont un cerveau qui est moins gros que celui des hommes. Ça, c'est des trucs qu'il a dit, Zemmour, quand même. Donc ça vous dit juste ce que défend l'extrême droite. Mais ça veut donc dire se battre évidemment contre ce racisme actif. Et ça, il y a des moyens. Ça s'appelle la loi. Quand il y a des racistes, pof, plainte, et pof, ils doivent aller à un moment donné passer devant des tribunaux et être jugés. Et si la justice ne fait pas effectivement son travail, parce qu'elle ne fait pas toujours effectivement son travail, parce qu'il y a d'abord des étapes, passer devant la plainte, il faut que la police accepte de prendre la plainte et puis ensuite que la plainte suive son cours. Mais en tout cas, il faut que, contre le racisme actif, nous nous battions avec les moyens légaux qui sont à notre disposition. Mais deux, il y a un racisme qui est un racisme systémique. Et là, les camarades, c'est vraiment la partie sur laquelle je veux qu'on soit tous, qu'on ait tous un petit peu de, d'humilité sur ce sujet-là. Parce que nous avons été capables, dans les années précédentes, en particulier avec le mouvement MeToo, de comprendre qu'il existait un système de domination qui est le patriarcat, qui est un système de domination des hommes sur les femmes. Et les femmes qui sont présentes dans la salle n'ont pas eu besoin qu'il y ait le mouvement MeToo pour comprendre qu'il y avait effectivement un système de domination parce que à peu près tout le monde a été victime à un moment donné de cette discrimination patriarcale à partir du moment où on est une femme. C'est une certitude. Votre sœur, je m'adresse aux garçons, votre sœur, votre mère, votre fille, votre copine, votre amie, eh bien, tous ces gens ont été victimes des discriminations du système patriarcal. Eh bien, de la même manière, toutes les personnes qui ont une couleur de peau qui ne correspond pas à la couleur de peau dominante qui est la mienne, eh bien, toutes les personnes qui ont une couleur de peau ou une religion ou ce que vous voulez qui permet de les discriminer en raison de cela ou en raison de ce qu'on suppose d'elles, ont subi des discriminations raciales. Et parfois même venant de personnes qui sont convaincues d'être antiracistes. Parce que c'est ça la difficulté du système de domination raciste. C'est que c'est un système de domination. Et que les dominants, ceux qui sont placés dans cette situation de domination parce qu'ils sont dominants, même sans le vouloir, peuvent produire et reproduire le système raciste. Par des petites choses, par des petits gestes, par des petites questions. Par exemple, c'est peut-être arrivé à certains d'entre vous de demander à quelqu'un « c'est quoi ton origine ?» Bah, vous n'avez pas l'impression que c'est raciste de demander à quelqu'un c'est quoi ton origine, parce que ça part pas du présupposé qu'il y aurait une différence fondamentale entre les gens. N'empêche que la personne qui est en face de vous, elle l'a entendu 50, 60, 100, 200 fois cette question-là. Donc au bout d'un moment, ça pose une question sur son identité. Ah bon? Pourquoi à moi on me demande mon origine et pourquoi à lui on lui demande pas son origine? Moi, personne ne m'a jamais demandé mon origine. Et pourtant, je suis descendant d'immigrés belges et italiens. Ça se voit pas sur ma tête. Mais vous voyez, c'est ça quand je dis qu'il faut combattre le racisme systémique. C'est contre cela que nous aussi, militants de gauche, nous devons lutter. Et pour une raison assez simple, c'est que quand on lutte contre le racisme systémique, de fait, on fait reculer l'extrême droite. Parce que le vote d'extrême droite repose sur des préjugés racistes qui sont alimentés par ce système de domination. Ça, c'est le petit 1. Et puis petit 2, il y a une question d'efficacité politique aussi. Parce que quand il y a un racisme systémique qui s'exprime, y compris à l'intérieur des organisations de gauche, eh ben, les camarades qui n'ont pas ma couleur de peau, parfois, ils ne se sentent pas tout à fait à l'aise dans certains cadres. Et ça, c'est un problème pour l'action et pour la victoire politique. Parce que si nous voulons mettre tout le monde dans la lutte sur la bataille antiraciste et la bataille contre l'extrême droite, eh bien, c'est l'un des enjeux que nous avons à affronter dans les années à venir. Et je crois que ça doit être au centre de notre action politique, au minimum dans l'année qui vient, mais bien sûr, dans les années qui suivent celle-ci. Merci Antoine. Donc, pour commencer rapidement cette discussion, moi j'aimerais rebondir sur ce que vous avez toutes et tous un petit peu évoqué. C'est qu'il y a de plus en plus une difficulté à reconnaître ou à nommer l'extrême droite. Il y a la question des porte-paroles qui peuvent être eux-mêmes et elles-mêmes racisés et qui, du coup, pour les personnes
surtout blanches, je pense, il y a une difficulté à dire que ces personnes-là sont racistes. Pour les personnes racisées, il y a plus d'aisance, je pense. Mais il y a aussi une mutation dans leur discours, parce que, ne serait-ce qu'en France, on n'a plus Jean-Marie Le Pen qui parle de hiérarchie des races, mais on va nous parler d'insécurité, d'anxiété culturelle, de difficulté à vivre ensemble. Et simplement, moi, j'aimerais vous poser une question très simple, c'est en quoi le racisme reste structurant de l'extrême droite et en quoi l'extrême droite institutionnelle n'est pas si différente de l'extrême droite que, par exemple, vous, à la Jeune Garde également, vous avez à combattre tous les jours dans la rue. Peut-être Sylvie. La question, c'est comment, malgré les différents masques de l'extrême droite, il reste une matrice commune qui est la question. Fondamentalement, quels que soient les différents masques de restauration de l'autorité, on trouve au cœur du projet de l'extrême droite la restauration, encore que ce mot mérite d'être discuté puisque le pouvoir n'a jamais été perdu, mais disons la solidification d'un ordre social en haut duquel se trouvent les populations eurodescendantes et au sein des populations eurodescendantes, les familles blanches, évidemment hétérosexuelles, dans un modèle très bourgeois. Ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui que si l'on ne parle pas de la race, c'est-à-dire de la préoccupation de la reproduction de l'espèce selon un désir et une espèce de fantasme particulier, on ne comprend pas pourquoi depuis quelques années, l'extrême droite s'est mise à parler, par exemple, de la perte de la qualité du sperme masculin en Occident. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais c'est une obsession dans les groupes d'extrême droite aux États-Unis. Zemmour en a un petit peu parlé. Quelqu'un aux États-Unis qui s'appelle Tucker Carlson en a fait un documentaire. On ne comprend pas l'obsession sur la question LGBT et la folie, la démence autour de la question des trans. Parce que derrière l'idée d'une dégénérescence morale que les trans, les homosexuels, les lesbiennes, etc. feraient porter, il y a fondamentalement une inquiétude sur la minoration des populations de souche blanche en Occident. La théorie du grand remplacement, elle a deux versions. Celle de la submersion, des hordes brunes arrivent d'Afrique ou d'Asie et nous chassent, nous Européens qui sommes là. Et il y a l'autre version qui est le grand remplacement par les utérus, qui est le fait de craindre, dans la réflexion de l'extrême droite, que les femmes, que j'appelle de couleur dans un contexte américain, qu'on dirait racisées en France, fassent beaucoup d'enfants, et qu'en face, nos bons petits blancs, à force d'être homo, gay, transgenres, de ne pas faire d'enfants, ou de ne pas faire d'enfants dans le cadre du mariage, etc., finalement, amenuisent la qualité et la quantité de rejetons qui vont permettre de renouveler. C'est-à-dire qu'on revient en réalité, non seulement au racisme de base, mais à ce qui était la grande anxiété raciale du 19e et du début du 20e siècle, qui était littéralement la crainte de la dégénérescence du stock sanguin, presque. C'est-à-dire vraiment l'idée eugéniste que les populations occidentales allaient perdre en qualité et en nombre, et qu'il allait y avoir, il y a un grand livre des années 20 qui s'appelle « La grande vague de la race », publié aux États-Unis par un grand eugéniste, qui dit si on ne fait pas attention à forcer nos femmes à avoir des enfants, donc famille monoparentale, on s'assure que les femmes ne travaillent pas. La religion, très utile, la religion, catholicisme, protestantisme, ça permet que les femmes restent à la maison, qu'elles n'aient pas trop accès à la contraception. Et de l'autre côté, on s'assure qu'il n'y ait pas trop d'immigration, parce que les immigrés font des enfants, et que nos enfants n'aient pas trop l'idée qu'ils sont des garçons quand ils sont des filles et vice-versa, parce que la reproduction, le travail de reproduction sociale ne sera pas établi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vous parlent de la peur migratoire, de la qualité du sperme, de l'idée qu'il faut qu'on fasse attention au fait que les pays du Sud global font beaucoup d'enfants, etc. Et en réalité, ce qui se cache derrière tout ça, c'est la préoccupation raciale très 19e siècle. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui court beaucoup. Et parmi les peurs face à l'islam, il y a aussi cette idée que les femmes musulmanes font beaucoup d'enfants. Voilà. Et ça n'est pas seulement la peur du musulman, il y a une grande littérature sur la peur du musulman, mais on a tendance à croire qu'on aime plutôt mieux les filles musulmanes
plus soumise, elle travaille bien à l'école, c'est l'ensemble des stéréotypes. Et en réalité, la véritable peur, c'est le ventre de la femme musulmane. Hein, aux États-Unis, ça passe par le ventre de la femme hispanique, mais ça peut être la femme haïtienne, enfin, à peu près tout y passe. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant, parce qu'on a pensé que la thèse du grand remplacement était très nouveau. En fait, c'est une des plus anciennes angoisses. Dans mon livre Pauvre Petit Blanc, je parlais que fondamentalement, depuis la fondation des États-Unis, depuis le moment où le dernier Amérindien a été exterminé avec le scalp du dernier esclave noir qui ne pouvait plus travailler, les Américains, qui étaient des colons, hein, puisqu'ils étaient sur une terre qu'ils avaient volée et pour laquelle ils avaient exterminé la population locale, vivaient dans la panique très coloniale que la nuit, les esclaves et les Amérindiens allaient se soulever pour venir les trucider et reprendre ce qui était à eux. Et donc ce vieux fantasme de la dépossession, il tient au fait que la terre va disparaître, mais que le corrélat de la terre, c'est l'occupation de la terre. Et donc il faut des humains, il faut des voilà. Donc je trouve intéressant qu'aujourd'hui les partis d'extrême droite, pour la plupart, ne parlent jamais de la question raciale. Ils disent pas qu'il faut garder le stock de race blanche pure. Ça fait un peu trop Troisième Reich. Mais on va trouver des métaphores sur le grand remplacement, sur le taux de natalité en Europe. Il faut quand même faire attention. Vous voyez qu'aux États-Unis, la première chose que fait l'extrême droite, c'est qu'elle interdit le droit à l'avortement. Et ça va avec le fait de faire un mur. Voilà. Tout ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut vraiment penser la bête de tous les angles, et plus elle se glisse, plus telle une espèce de comment il s'appelle le poisson tout visqueux là, une espèce de c'est pas une raie, une anguille, merci. Elle essaye comme ça de se faufiler, elle est pas raciste, elle est pas sexiste, elle a quelques élus musulmans, vous voyez bien, c'est la preuve. Plus vraiment le cœur du réacteur, c'est la peur de la minoration biologique et démographique. Et donc derrière toute personne qui a des accents un petit peu malthusiens, c'est-à-dire qui vous parle du fait qu'il y a trop d'enfants en Afrique, ou qu'il faut faire attention, il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, ou que voilà, il y a quand même toujours ce petit parfum, cette petite lumière rouge qui doit commencer à clignoter, qui dit race, race, race. Voilà. Pour aller dans le même sens, nous avec la Jeune Garde, il y a quelques années justement, on avait lutté contre le bastion social. Et à l'époque déjà, lorsqu'on essayait de mobiliser, notamment en allant voir les associations de quartier, les élus, etc., pour justement alerter sur ce qu'était le bastion social, pour aussi faire fermer leurs locaux, en fait, on retrouvait aussi souvent face à nous des élus du Rassemblement national. Effectivement, dans les médias, souvent, ils ont des discours qui sont un petit peu lissés. On ne parle pas comme on ne parle pas de race, on essaye de se donner un faux côté universaliste. On essaye justement de mettre en avant les valeurs républicaines pour cacher son racisme. Or, ce qu'on constate, c'est que par exemple, à l'époque du bastion social ou de la citadelle à Lille, il y a des journalistes qui sont allés en caméra cachée dans leurs locaux et, comme par hasard, ils sont tombés sur des élus du Rassemblement national. Et là, par exemple, le journaliste, il était tombé sur Frédéric Chatillon, d'autres élus. Et lorsqu'ils parlaient justement à leurs militants les plus radicaux, qui commettent des agressions racistes, qui ont une vision du monde qui est raciste, qui rentre dans ce truc-là qu'ils appellent le choc des civilisations, etc. Eux, ils leur disent très clairement, le projet, c'est la réémigration. Mais la réémigration, qu'est-ce que c'est si ce n'est un nettoyage ethnique? C'est-à-dire toutes les personnes qui ne leur correspondent pas dans la société à cause de leur couleur de peau, à cause de leur religion, eh ben, on va les mettre dans des centres de rétention et on va les expulser. Et ben ça, c'est un nettoyage ethnique. Ils veulent nettoyer éthiquement la France. Et ça, effectivement, il y a des gens qui ont du mal à le dire. Et nous, justement, on doit leur dire que leur projet, il est intrinsèquement raciste. C'est pour ça que lorsqu'on les croise, que ce soit dans la rue, sur les plateaux télé, eh ben, il ne faut pas les lâcher. Il faut qu'on les attrape par le col et qu'on leur montre ce qu'est leur idéologie de merde, et que justement, nous, on va pas se laisser faire, parce que nous, justement, il en va de notre survie, comme le disait Antoine. Nous, c'est pas seulement des idées, l'extrême droite au pouvoir. Effectivement, ils vont justement, lorsqu'ils vont prendre le pouvoir, justement, ils vont s'attaquer à nos organisations de solidarité, que ce soit la CGT, le planning familial, les associations comme SOS Méditerranée, etc. Mais, comme je l'ai dit au début,
réellement, le cœur de cible, c'est les personnes qui ne sont pas blanches, c'est les personnes qui sont musulmanes, c'est les personnes qui sont juives. Et justement, c'est pour ça qu'on a cette responsabilité de s'organiser et de les faire reculer sur ces questions-là. Merci à tous les deux. Alors, il y a la question du racisme dans l'extrême droite, mais il y a également la question du racisme dans l'électorat d'extrême droite. Parce que quand on parle d'électeurs du RN ou de l'extrême droite aux États-Unis, de Trump ou autre, il y a tout un fantasme un peu flou sur qui est cet électeur. Et généralement, on nous le dépeint comme un blanc quadragénaire un peu bof, hein, qui serait ouvrier ou petit patron, qui serait très travailleur, très méritant, mais qui n'y aurait pas les conditions de vie auxquelles il pourrait prétendre. Et on nous rajoute que cet électeur n'est pas vraiment raciste, ou en tout cas qu'il n'est pas raciste dans ses relations interpersonnelles, il a un ami noir, hein, voilà, grosso modo. Et c'est pour ça qu'une partie de la gauche, justement, pense qu'on peut combattre le RN sans parler vraiment du racisme, que ça reste quelque chose qui est quelque part accessoire. Alors, est-ce qu'on pourrait juste parler de cet archétype de l'électeur d'extrême droite? Est-ce qu'il existe véritablement cet archétype? Et que peut-on dire de l'électorat du RN? Je ne sais pas si je peux exactement répondre à la question. Peut-être je vais donner 2 éléments de réponse. Parce que j'ai écrit ce livre qui s'appelle Pauvre petit blanc, qui était déjà une tentative pour répondre à la question du mythe social, de se tatouer, qui aurait bu un petit peu trop de bière, frappé par la désindustrialisation, quelque part dans un patelin où il n'y a plus qu'une station-service. Et puis, il y a des familles mexicaines qui arrivent, qui font des tortillas, ça sent un peu fort. Là. Et donc, toute cette espèce de mythologie est devenue une réalité sociale. Et peut-être qu'avant d'y revenir, je voudrais vous faire part d'une réflexion qui m'est venue en lisant quelques études sur l'état de l'opinion en Europe sur la question du racisme et de la xénophobie. Et une question très simple qui est, est-ce que les partis d'Europe qui ont les partis d'extrême droite les plus puissants sont ceux dont la population exprime dans les sondages la plus grande velléité raciste? Et étonnamment, la réponse est non. C'est-à-dire que les pays dans lesquels la population a une inclinaison très forte à blâmer les immigrés, les musulmans, à dire quand même ils ne s'intègrent pas, c'est des pays comme la Grande-Bretagne, le Portugal, la Grèce, etc. Et les partis les plus puissants, c'est les pays nordiques, le FPO, la France, voilà. Et ce que ça nous dit, c'est que oui, il y a peut-être un Jean-Paul quelque part dans un patelin qui, au café le matin, dit « Ah, les musulmans, ceci, cela ». Mais que ce qui compte, c'est qu'est-ce qui actualise un ressentiment, une idée, un stéréotype, qu'est-ce qui l'actualise et qui transforme ça en pouvoir politique d'extrême droite. Et si vous regardez les études historiques aux États-Unis comme en France, ce qui fait la différence entre une population qui peut avoir majoritairement ou de façon très importante une inclinaison raciste et le fait que les partis d'extrême droite prennent le pouvoir, la différence centrale, ce sont les partis de gouvernement. C'est-à-dire la manière dont la droite et la gauche, essayant d'acheter à peu de frais le vote de cette fameuse population qui serait censément activée que par cette espèce d'affect, d'hostilité, comment le discours sur le nationalisme, sur les zones perdues de la République, sur on en a beaucoup fait pour les banlieues, alors que les zones périphériques, quand même, les pauvres, sur il ne faut pas les braquer, sur un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, c'est-à-dire une espèce de recentrement, de normalisation et d'essentialisation d'une vie politique dans laquelle forcément il faudrait parler de l'immigration parce que c'est ce que veulent les Français. Forcément, il faudra avoir un représentant de l'extrême droite autour de la table dans un débat parce que ça représente les Français. Au bout d'un moment, on se rend compte à chaque fois que l'électeur finit par faire de cette question qui était peut-être juste, ben voilà, il est végétarien, il est éleveur, il est raciste, il est aussi, on lui a peut-être aussi coupé l'électricité et les allocations. Ce qui fait que son vote va être enclenché, c'est la manière dont les partis de gouvernement, les partis dits centristes,
vont donner une valeur politique à ce qui n'est chez lui peut-être qu'une opinion parmi d'autres. Et juste pour dire une chose qui est que, d'une certaine façon, je me demande si le racisme des gens, c'est tellement intéressant. Il y a eu dans le mouvement syndical des gens qui, au début, aimaient pas les Polonais, puis après, ils n'aimaient pas les Algériens. Et il n'empêche que la structure syndicale, elle a permis aux gens de travailler ensemble, de lutter ensemble pour les meilleurs salaires, et que le gars qui est un peu raciste, à la fin de sa vie, il a 150 amis qui sont différents, il dit « toi, je t'aime bien parce que c'est différent ». Aux États-Unis, les populations qui avaient été le plus travaillées au corps par le racisme, il y a des gens qui ont voté 2 fois pour Barack Obama. Alors, on sait comment ça marche, le racisme, parce que lui, il n'est pas comme eux. Toi, tu parles bien... puis quand même, toi, t'es pas musulman, et puis toi, t'es hétéro. Mais à la limite, on s'en moque un peu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que l'idée sur laquelle on peut travailler pour faire en sorte qu'une opinion reste une opinion et ne devienne pas un socle politique sur lequel les partis d'extrême droite fleurissent. Voilà. Mais peut-être pour en terminer et être plus rapide, parce qu'il y a un élu et il saura parler beaucoup mieux que moi, la question n'est peut-être pas de se focaliser sur ce que serait l'opinion des gens. Les gens ont plein d'opinions. Un jour, ils ont une opinion, un lendemain, ils en ont une autre, etc. Qu'ils ne votent pas forcément pour le parti d'extrême droite. Et que s'ils le font, la responsabilité échoue très souvent au fait qu'il n'y a pas d'autre offre politique et que la gauche est timide sur ces sujets-là, voire qu'elle est dans la posture, comme beaucoup aux États-Unis, de on a raté, on a perdu les classes populaires, on aurait dû leur parler des sujets qui leur parlent, comme l'immigration. Voilà. Et cette espèce de culpabilité qui fait qu'on rapatrie ces sujets-là, qu'on leur donne une espèce de valeur, qu'on les sanctifie, qu'on dit qu'il faut en parler quand même, il faut avoir une conversation sérieuse sur l'islam, parce que vraiment il y a un problème avec l'islam, ils ont raison dans les quartiers de dire ça, etc. Et donc cette responsabilité des partis de centre, elle correspond vraiment sur l'étude des 20 dernières années en Europe, c'est la mécanique qui a fait que les partis d'extrême droite sont arrivés au pouvoir. Et ce n'est pas forcément dans les pays qui sont a priori les plus racistes, même si vraiment je simplifie beaucoup, que ces partis sont arrivés au pouvoir. Donc vraiment, c'est intéressant, il faut vraiment découpler ce que sont les opinions des gens. Entre nous, on connaît très peu de gens qui soient vraiment de gauche, c'est-à-dire qui soient à la fois sensibles à l'islamophobie, au racisme, qui soient favorables à l'homosexualité, qui soient pour le droit des femmes. Et ça aussi, c'est aussi un mythe. Enfin, moi, j'aimerais bien le rencontrer, mais en général, il y a toujours un point où ça cloche. Donc peu importe, ça se construit. Voilà. Donc gare peut-être à ne pas confondre le préjudice individuel, qui a finalement peu d'importance, et la politisation par les partis centristes, qui fait que, in fine, les électeurs iront toujours plutôt vers l'original que vers ceux qui ont juste introduit et légitimé les débats dans le discours public. Il y a quelques années de ça, il y a un vieux monsieur avec une grosse barbe, une belle barbe, qui a dit l'idéologie dominante et l'idéologie de la classe dominante. C'était une phrase de Karl Marx, et justement, en fait, on est en plein dedans. Depuis maintenant plus de 20 ans, en fait, on est servi tous les mois avec des polémiques racistes, des polémiques islamophobes. En 2016, on a eu le Burkini, et depuis, ça fait que continuer. L'année dernière, le gouvernement a lancé une polémique aussi sur l'abaya. Et on sent qu'en fait, l'idéologie dominante au sein de la bourgeoisie, de la classe dominante, du gouvernement, en fait, c'est l'islamophobie. Et à force d'aller sur ce terrain-là, à force justement de nourrir l'extrême droite avec ces polémiques, et effectivement, ça infuse dans la société de plus en plus. Et il y a une énorme responsabilité de la part des partis de gouvernement, pas seulement des macronistes, ceux qu'il y avait avant, que ce soit de Nicolas Sarkozy à François Hollande, ils ont toutes et tous une responsabilité, que ce soit avec l'état d'urgence, avec le Cacher en 2006, après le meurtre de Ziad Bouna, que ce soit avec la déchéance de nationalité en 2015 après les attentats de novembre. En fait, on a les partis de gouvernement qui ont travaillé au corps, qui ont fait un travail pour infuser dans la société des thèses racistes. Et effectivement, aujourd'hui, on sent que effectivement, le Rassemblement national, tout le travail a été prémâché. Et voilà. C'était. Je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus, et je vais donner le micro à Antoine.
Ouais, bon, je réponds rapidement parce que il est déjà tard. Euh, Effectivement, il y a une forme de normalisation du discours d'extrême droite, et y compris, souvenez-vous des sujets qu'on évoquait au début, mais d'une certaine manière, quand il y a des personnes de gauche qui disent il y a certains sujets qu'il ne faut pas évoquer parce qu'en réalité, blablabla, on est minoritaire sur ces sujets-là, donc il vaut mieux pas en parler, ou bien si on en parle, c'est finalement pour donner raison à l'extrême droite. C'est pour aller dire ah oui, c'est vrai, il y a peut-être un petit problème d'immigration à la fin. Mais si c'est pour dire ça, les camarades, ça sert à rien d'être militant. Parce que l'objectif n'est pas de faire en sorte que des gens restent un peu racistes, mais finissent par voter pour nous. L'objectif est qu'il n'y ait plus de racisme dans la société et qu'on ait battu le racisme. Si d'aventure c'est possible de le faire à un moment donné. Ce qui n'est pas une certitude. Mais en tout cas, on peut essayer de viser la société dans laquelle il n'y a plus de racisme. Et dans ces responsabilités, il y a effectivement les responsabilités des gens qui pensent comme ça. C'est dramatique de penser comme ça, parce que ça veut dire céder sur les terrains sur lesquels c'est le plus vital pour tout un tas de nos compatriotes qui sont directement menacés par l'extrême droite. Donc c'est un manque de solidarité, de camaraderie, de fraternité avec les personnes qui peuvent se faire tuer par l'extrême droite. C'est juste ça ce que ça veut dire. Mais à un moment donné, dites-le clairement si c'est ça que vous pensez. Parce que nous, c'est pas ça qu'on pense. Et donc, on doit mettre nos actes en rapport avec ça. Donc il y a une responsabilité des politiques. Et alors, la plus énorme responsabilité dans la période récente, c'est quand même ces macronistes qui ont été votés, non pas avec l'extrême droite, une loi sur l'immigration, mais une loi d'extrême droite sur l'immigration, qui venait chercher dans le programme du Rassemblement national des mesures sur l'immigration, à tel point que une poignée d'entre eux se sont quand même dit, là ça va trop loin, on est en train de mettre les doigts dans quelque chose qui est une pente qui nous amène directement à l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Bah, ils n'étaient pas très nombreux, ceux qui n'ont pas voté la loi sur l'immigration, voire qui ont voté contre la loi immigration à l'intérieur du groupe macroniste. Ils n'étaient pas très nombreux. Ça veut dire que le glissement idéologique, le fascisme, c'est une pente, les camarades. Et la pente, elle emmène tout le monde, nous y compris. Et c'est pour ça qu'il faut être si vigilant sur nos propres comportements. Parce que tout le monde est dans la pente. Tout le monde dévale. Et celui qui reste en haut de la pente en disant « Mais où est-ce que vous êtes parti? Vous êtes en train de vous égarer », il a l'air d'un fou parce qu'il est tout en haut de la pente et que les autres sont partis si loin. Mais c'est celui qui est en haut de la pente et qui résiste qui a raison. Jean-Luc, il a eu une formule qui était magnifique une fois. Il a dit « Si petite soit la braise, c'est elle qui remet le feu à la plaine ». Eh ben nous, si d'aventure à un moment donné c'était la nuit noire, notre rôle est d'être la petite braise. Notre rôle n'est pas de dire « Ah oui, c'est vrai, il fait très noir, ne parlons pas de la lumière ». Bah non, c'est l'inverse. C'est précisément quand il fait noir qu'il faut en parler davantage. Donc, il y a une responsabilité des politiques qui cèdent au thème de l'extrême droite, petit 1. Il y a une responsabilité, petit 2, des médias qui non seulement cèdent au thème de l'extrême droite, mais en plus viennent donner le point d'appui aux idées racistes d'extrême droite. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont persuadés que dans les quartiers populaires, c'est l'insécurité permanente et que si vous croisez un noir ou un arabe, vous allez forcément vous faire agresser par cette personne? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui pensent ça? Et je vais aller plus loin, les camarades. Comment ça se fait que moi, je pensais ça, en étant pourtant un militant de gauche, il y a 10 ans, quand je suis arrivé à Paris, que je me suis retrouvé dans un endroit où il y avait plein de gens qui n'avaient pas ma couleur de peau, parce que c'était une des premières fois que je me retrouvais dans un endroit où il y avait plein de gens qui n'avaient pas ma couleur de peau. Comment ça se fait que moi, militant de gauche, j'avais ce sentiment d'insécurité? Comment ça se fait? Bah parce qu'on m'avait appris à l'avoir. Donc, nous aussi, nous avons tous une part de responsabilité dans l'interrogation que nous devons avoir sur nous-mêmes et sur nos propres comportements. Si je vous en parle aujourd'hui en prenant mon propre exemple, c'est parce que je sais que c'est difficile de s'interroger sur ses propres comportements. De la même manière que c'est difficile de s'interroger quand on est un homme pour savoir si on a eu oui ou non des comportements machistes. Et bien de la même manière, oui, il faut s'interroger. Et d'ailleurs, quelle que soit notre couleur de peau, tu l'as très bien dit tout à l'heure, quelle que soit notre couleur de peau, sur la discrimination en raison de la religion. Et là, pour le coup, c'est une question de couleur de peau. Quand on a ma couleur de peau, sur les comportements qu'on peut avoir avec les personnes qui n'ont pas la nôtre. C'est tout ça qu'il faut réussir à interroger. Et je parlais de la responsabilité médiatique. Elle est dramatique, la responsabilité médiatique. Parce que dans médias, il y a médias, justement. Et médiation. Quelle est la seule réalité qui est donnée des quartiers populaires à la télévision? Ouh, c'est dangereux, c'est l'insécurité, etc. C'est vrai, ça existe dans les quartiers populaires. Mais excusez-moi, qui est la principale victime de l'insécurité dans les quartiers populaires? Les habitants des quartiers populaires.
Et qu'est-ce qu'ils aimeraient, les habitants des quartiers populaires? Qu'une fois de temps en temps, on montre aussi un peu les magnifiques choses qui se passent à l'intérieur des quartiers populaires, la solidarité, la fraternité qui s'organise. Pour laquelle raison? Pour la raison qu'il n'y a absolument plus rien et que l'État est largement responsable du fait que oui, des structures, parce que le racisme est systémique, non pas parce que ces structures seraient obligatoirement racistes, mais parce qu'il y a un racisme systémique, des structures peuvent produire et reproduire le racisme, alors même que c'est des gens qui portent sur leur épaule le drapeau tricolore de la République française. Oui, c'est pas en disant pas la police tue qu'on va convaincre des gens. C'est en faisant comprendre aux gens que la mort de Naël, c'est aussi grave que la mort de n'importe quelle personne sur le territoire national qui serait tuée par la police en raison de n'importe quelle raison, parce que la police ne doit pas tuer, sauf dans un cas très précis, qui est la légitime défense pour soi ou pour autrui. Mais c'est pas en disant rien sur le sujet qu'on va permettre de convaincre des gens. C'est pas vrai. Et s'il y a des gens qui sont choqués par le fait que la police tue, parce que oui, la police tue, s'il y a des gens qui sont choqués par ça, il faut leur dire « Ah bon? Elle ne tue pas? Ah bon? Il ne s'est pas passé ce nombre de morts récemment? Ah bon? La loi Cazeneuve, qu'on voudrait maintenant nous mettre comme Premier ministre, n'est pas responsable d'une augmentation du nombre de morts en raison des tirs policiers? Ah bon? Il faudrait qu'on la ferme sur ce sujet-là? Jamais, les camarades! Jamais il ne faut ni céder, ni reculer sur les idées. Parce que si vous cédez un petit doigt au discours de l'extrême droite, ensuite vous cédez la main, ensuite vous cédez le bras, et à la fin vous êtes aspiré par l'extrême droite et vous finissez par parler comme elle. Donc il faut parler à l'inverse. Et s'il faut parler des sujets de sécurité, bien sûr qu'il faut parler des sujets de sécurité dans la ruralité. Pourquoi pas? Parlons-en. L'alcool est principalement responsable des sujets d'insécurité dans les zones rurales. Moi, quand je fais le tour des gendarmeries, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, on a le plus de travail le vendredi et le samedi soir parce que les gens sont bourrés. Où est-ce qu'on en parle à la télévision de ce genre de sujet? Jamais. Bah oui, c'est pas les musulmans qui boivent de l'alcool. Alors on n'en parle pas à la télé de ce sujet-là. C'est pas toujours vrai. Mais en tout cas, non, mais c'est pas toujours vrai. Il y a des musulmans qui boivent de l'alcool. Et ça, par ailleurs, c'est quelque chose aussi qu'il va falloir un peu évoluer sur les comportements, tout le monde. Mais vous voyez, pardon, je le dis avec passion, mais parce que ça m'agace. Mais ça, c'est de l'insécurité. Et quand les gamins, ils se font tuer par des dealers, des trafiquants de drogue, c'est dans les quartiers populaires que les gamins se font tuer par les dealers. Les premières victimes de cette insécurité-là, c'est pas ceux qui la vivent en disant « Oh là là, mon Dieu, il y a un danger d'insécurité qui est loin de moi, mais on m'en a parlé à la télévision. » C'est les gens dans les quartiers populaires qui se font tuer par les dealers. Donc oui, évidemment qu'ils ont envie qu'on arrête les trafics. Bien sûr, ils en sont victimes. C'est eux qui sont emmerdés par les trafics. Bien sûr qu'ils ont envie d'autre chose. Mais il faut que la société aussi produise autre chose que du deal pour les gamins du quartier. Et ça, c'est une responsabilité qui est une responsabilité collective. Pareil sur les questions d'immigration. Ah bon, on va pas falloir parler d'immigration. Bon sang de bois, combien il y en a ici qui, comme moi, ont au moins un grand-parent ou un arrière-grand-parent d'origine étrangère? Allez-y, levez la main. Voilà, c'est pas une question de couleur de peau, l'immigration. Donc s'il y en a qui ont un problème avec l'immigration en ce moment, c'est qu'ils ont un problème avec une couleur de peau ou une religion. Il faut leur dire. Ils disent que ça se passait mieux avant. C'est pas vrai que ça se passait mieux avant. À Aigues-Mortes, en 1893, il y a 150 Italiens qui se sont fait tuer par les amis de Marine Le Pen de l'époque. Ça se passait pas mieux quand c'était une immigration blanche et catholique, parce qu'il y a toujours eu des xénophobes, il y a toujours eu des gens qui avaient peur des autres. Et le rôle de la gauche dans l'histoire, ça a toujours été d'unifier le peuple autour de revendications sociales. Et là, oui, ça a un intérêt de parler des revendications sociales si on donne les moyens matériels de la lutte collective pour remporter la victoire face à l'adversaire capitaliste. Là, oui, là, vous pouvez parler du social si vous avez réalisé la condition première de la victoire, qui est l'unité populaire. Parce que sans unité populaire face aux capitalistes, il n'y a aucune victoire possible, parce que précisément, la première bataille du capitaliste, c'est d'utiliser tout ce qui lui passera sous la main pour diviser le peuple. Donc la première bataille, elle est évidemment dans une période où les racistes sont en train de progresser électoralement. La première bataille, bah oui, désolé, c'est comme ça, mais elle est antiraciste, parce que si on ne fait pas l'unité du peuple sur cette base-là, eh ben on fera rien. Alors, pour revenir aux figures de la prétendue gauche, moi j'ai du mal à les qualifier de gauche, mais de la prétendue gauche qui veulent s'adresser aux classes populaires blanches, aux classes populaires du style française, en taisant les problématiques antiracistes, parce qu'elles ne feraient pas partie des préoccupations des prolos, apparemment, et qu'il faudrait absolument pas bousculer leur bon sens populaire. Est-ce que ces personnes-là, finalement, est-ce qu'elles n'ont pas une idéologie
qui est tout à fait classiste et raciste. Classiste parce que ça supposerait que du moment qu'on est dans une sorte de précarité socio-économique, on aurait forcément des relents racistes et que du coup, toutes les classes dominantes n'ont absolument pas de racisme malgré le fait qu'on ait quand même Bolloré qui est un exemple incroyable. Et puis c'est raciste parce que ils ont du mal à supposer qu'un racisé soit autre chose qu'un racisé. Parce qu'un racisé, ça peut pas être un ouvrier, ça peut pas être une femme, ça peut rien être d'autre qu'un racisé. Et c'est la même chose d'ailleurs quand on parle des musulmans, du vote musulman, parce que les musulmans, ils sont pas, c'est un bloc monolithique apparemment, qui est pas du tout traversé par des divergences de classe, de genre, etc. Des divergences d'intérêts. Donc, est-ce qu'on pourrait un petit peu discuter de ça? Bon, race et classe, je viens d'écrire un livre de 500 pages, donc si ça vous intéresse, il est... Bon, je vais vous faire l'économie. Non, c'est très juste. C'est très juste, on voit ça aux États-Unis. Vous avez peut-être remarqué que depuis que Donald Trump est arrivé sur la scène, les journalistes n'ont comme grille de lecture de ce qui se passe que le pauvre petit blanc du Midwest. Parce que le pauvre petit blanc du Midwest, lui, il faut vraiment l'écouter, il faut vraiment l'entendre, parce qu'il s'est fâché tout rouge et qu'il vote Donald Trump. Où l'on oublie que 98% des Américains vivent dans des villes et que le vote rural, c'est très bien, c'est d'ailleurs la même chose en France, c'est une petite partie de la population. Et que les classes ouvrières aux États-Unis, comme en Europe d'ailleurs, sont surreprésentées, ou plutôt que la population travailleuse est de façon surreprésentée d'origine immigrée coloniale en France et racialement minoritaire aux États-Unis. Et tout se passe comme si il n'y avait de classe ouvrière que blanche. Tout ne se passe comme si le discours anticapitaliste, le discours social, le discours sur les conditions de vie, la désindustrialisation, n'avait de pertinence que si elle s'adressait à remettre dans le champ de la démocratie, on en parlait tout à l'heure, ce pauvre petit blanc qui a perdu son boulot quelque part au début des années 90, parce que la Chine est arrivée par là, la mondialisation, il a perdu son boulot. Mais le fait que la désindustrialisation ait ravagé les villes noires au début des années 70, que les premiers ouvriers d'usine à avoir été remplacés, la sidérurgie, c'était les Noirs qui étaient là depuis l'entre-deux-guerres. Le fait qu'aujourd'hui le mouvement syndical aux États-Unis, mais je le vois quand je regarde un petit peu en France, c'est la même chose, est essentiellement porté aux États-Unis par des Noirs et des Hispaniques. Beaucoup qui ont fait un peu d'études universitaires et qui se retrouvent au moment de chercher un emploi, ils n'en ont pas. Et que ce mouvement syndical-là, qui porte la voix des travailleurs, jusqu'à plus ample informé, en effet, depuis un certain grand barbu, on n'a quand même pas trouvé mieux que l'Union des travailleurs entre eux pour porter une voix prolétarienne. Ce syndicalisme-là, il n'existe pas dans la parole médiatique et la parole politique. Qui est syndicalisé aujourd'hui aux États-Unis? Les employés de l'industrie des fast-foods, les employés d'Amazon et les employés de Starbucks, qui se battent pour 15 $ de l'heure, qui est une misère, mais enfin qui est quand même encore toujours mieux. 80% des syndicalistes sont des Noirs et des Hispaniques. Le Parti républicain, qui soi-disant est le parti du peuple, n'en parle jamais, parce que c'est du syndicalisme woke. C'est-à-dire, c'est pas la classe ouvrière. C'est-à-dire, c'est pas une condition sociale. Et vous allez voir que pendant toute la rentrée, la période électorale, on va vous servir. Le Parti républicain, c'est le parti du peuple, des petits blancs qui sont en colère parce qu'ils ont trop d'immigrés dans leur voisinage. Et le problème des démocrates, bon, déjà, ils ont choisi une femme noire, donc déjà, ils braquent. Et en plus, ils font trop du culturel, ils font trop de l'antiracisme, et ils font pas de social. C'est-à-dire que cette opposition c'est en soi raciste. C'est-à-dire dire qu'il n'est de questions sociales, de lutte des classes, de soutien aux politiques en faveur des travailleurs, qu'à la condition que les travailleurs en question ne soient pas, et je vous passe les travailleurs d'entretien, les Mexicaines qui gardent les enfants, qui s'occupent des vieux dans les hospices, qui font le ménage, qui sont à 4 h du matin dans les bureaux pour faire quand même en sorte que tout ce petit pays puisse continuer à faire beaucoup d'argent. Cette classe ouvrière-là n'existe pas. Voilà.
Et donc, il y a quand même une grande chose, moi je vois, y compris dans le monde intellectuel, c'est très difficile de le faire passer, l'idée selon laquelle un vrai discours de classe est par définition un discours qui commence par dire que le premier prolétariat, celui qui est exploité, y compris au point où il n'est pas nécessaire d'assurer son mode de subsistance, c'est-à-dire le payer en dessous du salaire minimum, ce sont les populations coloniales, noires, issues de l'esclavage, et les Amérindiens, il n'y en a plus, donc c'est autre chose, ils sont dans les réserves, etc. Donc vraiment, remuscler le discours de classe, mais pas un discours de classe qui s'excuse et qui dit que quand même, il y a quand même que les travailleurs blancs de l'industrie, etc., ou les agriculteurs qui sont devenus le nouveau nom de code pour blanc. Hein, vous avez remarqué, comme s'il n'y a pas de travailleurs de la terre enfin, Pierre Rabhi, jusqu'à plus en enfin bon, c'est une autre histoire, mais il y a quand même une réflexion à mener sur les différentes figures de l'ouvrier et du prolétaire qui donne une espèce de petit côté de gauche, on est un peu marxiste parce qu'on parle de prolétarianisation, en effaçant complètement la réalité d'une structure capitalistique qui, évidemment, a commencé par prolétarianiser et déprolétarianiser les populations afrodescendantes et les populations de la colonisation en Europe, etc. Donc, discours de classe solide, fatalement antiraciste. Effectivement, pour aller dans le même sens, on a vu aussi il y a quelques années Éric Zemmour citer Karl Marx, notamment sur un truc que l'extrême droite aime beaucoup utiliser, c'est-à-dire l'armée de réserve du capital. Souvent, l'extrême droite parle d'armée de réserve du capital, comme quoi les immigrés, en fait, tiraient le salaire des ouvriers blancs à la baisse. Or, ce qu'on constate en fait dans l'histoire ouvrière, notamment en Europe, c'est que en fait l'armée de réserve du capital, ça peut être tout et n'importe quoi. À une époque en Angleterre, c'était les enfants, les femmes. À une époque en Europe, c'était les immigrés, certes, mais en fait, ce que notre camp social a porté pendant très longtemps face à cette question-là, lorsque la bourgeoisie essayait de diviser notre classe, en fait, c'est l'unité. Lorsque effectivement les salaires des femmes étaient plus bas et du coup pouvaient tirer les salaires des hommes en dessous, et ben ce que nous on apprenait, c'est l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Et effectivement, ce qu'on prône nous aujourd'hui, lorsqu'on nous dit que en fait les travailleurs sans papier en fait tirent le salaire des Français à la baisse, et ben c'est la régularisation de tous les sans-papiers. C'est comme ça qu'on va faire en sorte que le capitaliste ne pourra pas faire en sorte de mettre en concurrence les travailleurs en fonction de leur couleur de peau ou de leur situation administrative. Et effectivement, et c'est quelque chose que notre camp social a toujours porté. Je suis déjà allé, par exemple, à des événements du Parti communiste, à la Fête de l'Humanité, etc. Et ce qu'on constatait notamment au stand de la CGT, lorsqu'on rentrait un petit peu dans les archives, notamment, il y a Zemmour qui dit qu'en 1936, le Front populaire, justement, expulsait les immigrés pour justement lorsqu'il y avait une période de chômage. Or, ce qu'on constatait, c'est que la CGT de combat, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle tractait en arabe, en portugais, en espagnol, en italien, déjà en 1936, parce qu'elle avait conscience que justement, c'est par l'unité des travailleurs qu'on allait justement arracher de nouveaux droits. Et c'est comme ça que justement, à cette époque, on avait notamment obtenu les congés payés lorsque toutes les personnes travailleuses qui produisent se sont mis en grève dans le même sens contre la bourgeoisie. Alors, je vais peut-être finir avec cette question avant de laisser la parole tourner dans l'audience. Simplement, l'extrême droite, elle va beaucoup exploiter un imaginaire national réactionnaire et un prétendu attachement aux valeurs françaises, finalement, pour justifier son racisme, pour justifier ses politiques anti-immigration. En fait, c'est tout le discours de conserver la France éternelle, etc. Et du coup, est-ce que ce serait une stratégie face à l'extrême droite de se réapproprier l'histoire de France, dénoncer le travestissement idéologique qu'ils en font,
pour justement les faire reculer? Et comment on pourrait faire ça? Ça, c'est un peu la question cadeau. Non, mais pour vous raconter un peu l'histoire de cette conférence, parce qu'en réalité, il s'est produit un truc. C'est qu'il y a quelques temps, je suis allé faire un point à l'Institut La Boétie dans la promo dans laquelle est Iman. Et je suis venu avec une idée qui était justement une réponse à la question qui est posée, qui est ce que j'ai appelé la stratégie du drapeau. J'ai appelé ça comme ça pour donner un mot qui est un peu qui tape, quoi. Stratégie du drapeau. Et on a eu une très très longue discussion avec Iman parce qu'elle était pas. Il y avait des points qui étaient intéressants, qui l'intéressaient, et des points où on n'était pas d'accord. Et on a longuement débattu. Et je sais pas si on est d'accord maintenant, mais en tout cas, bon, elle trouve que c'est intéressant. Et tant mieux, je vous en parle. Et voilà. Moi, j'ai commencé à avoir cette idée qu'il fallait mener la bataille, y compris sur, je vais mettre des gros mots, mais identité nationale, mais en tout cas sur qu'est-ce qui fait de nous des Français et qu'est-ce qui fait de notre histoire quelque chose qui peut servir les luttes antiracistes et les luttes contre l'extrême droite, parce que si c'est pas à ça que ça sert à rien de défendre cette manière-là de voir les choses. Et c'est venu de trois choses. Je vous raconte cette histoire-là pour que ensuite je puisse vous parler du reste, mais je vous promets de faire très très rapidement. La première chose, c'est la Coupe du Monde de 2018. Coupe du Monde de 2018, on gagne. Il se trouve que j'étais à Paris. Tout le monde descend dans la rue avec des drapeaux bigarrés, ce que vous voulez. Et personne ne se pose la question de savoir si son voisin, il est musulman, il est je ne sais quoi. Pas du tout un sujet. Tout le monde a un drapeau. On a gagné la Coupe du Monde. Ça peut vous paraître très trivial. N'empêche que le comportement qu'ont les gens lors d'une victoire de Coupe du Monde, c'est de descendre dans la rue, d'en avoir absolument rien à faire des règles de circulation et de se pointer directement juste à côté du lieu de pouvoir. Bah, en matière, parce qu'on va aux Champs-Élysées et que juste à côté, il se trouve qu'il y a le palais de l'Élysée. Et en matière de comportement, c'est quand même une forme d'unité populaire dans quelque chose qui n'est pas revendicatif spécialement, à part de fêtes, de victoires, etc., mais qui est une unité populaire avec des comportements qui sont un peu, disons, à caractère, au moins, qui provoquent des troubles de la circulation, disons ça. Ensuite, deuxième épisode, la marche contre l'islamophobie de 2019. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'était donc un mec du Rassemblement National qui était allé tirer sur une mosquée et qui avait essayé de tirer sur des papés qui sortaient de la mosquée. Et il y avait donc eu une marche contre l'islamophobie qu'on nous a ensuite reproché, blablabla, vous êtes les amis des islamistes. Enfin, de toute façon, dès qu'on défend les personnes qui sont victimes de discrimination, on est nécessairement les amis des islamistes aujourd'hui. Mais moi, ce que j'ai vu dans cette manifestation, c'est plein de gens qui sont venus avec des drapeaux français, avec des symboles nationaux, avec l'idée que le drapeau devait être un outil de protection, de défense vis-à-vis d'une menace. Pourtant, le mec qui avait tiré, c'était un mec du RN. Et les gens venaient avec des drapeaux et des slogans du type « Laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger ». C'est-à-dire une utilisation de symboles nationaux dans une logique de protection. La dernière étape de mon cheminement, ça a été les marches à Adama Traoré, où pareil, il y avait une mobilisation des symboles nationaux, où cette fois-ci, ça voulait dire que c'était les milieux activement engagés sur les questions antiracistes qui décidaient d'utiliser ce symbole-là comme un symbole de lutte et de bataille, et comme un enjeu de la bataille contre l'extrême droite et contre le racisme. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à creuser, d'autant plus que nous, pour le coup, on s'inscrit dans une tradition républicaine et dans une filiation de la Révolution française. Parce que ce drapeau naît pendant la Révolution française. Pour ceux qui ont peut-être déjà écouté les choses que je raconte, le drapeau tricolore, à proprement parler sous sa forme drapeau, naît à une histoire, à partie liée avec des luttes antiracistes contre l'esclavage en Haïti. C'est-à-dire, notre drapeau, d'une certaine manière, il vient certes de la Révolution française qui se passe sur le territoire européen, sur la France européenne, mais il se passe aussi dans les Outre-mer et en particulier dans la bataille pour l'application de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui, d'une certaine manière, interdisait l'esclavage au moment où il était pratiqué, mais par les revendications des personnes qui étaient elles-mêmes concernées. À tel point que, d'ailleurs, par exemple en Haïti, on interdisait aux Noirs de porter la cocarde tricolore alors qu'ils voulaient la porter. Donc, il y a un objet de bataille sur ce sujet-là. Et pendant la Révolution française, il y a une bataille de fond sur les questions antiracistes. À l'époque, on appelle ça le préjugé de couleur. Préjugé de couleur, racisme, excusez-moi, on a changé les mots, mais on n'a pas changé l'idée. Le préjugé de couleur était que certaines personnes, en raison de leur couleur de peau, pouvaient être placées en esclavage. Ce n'est pas un petit préjugé de couleur que celui-ci. Or, ce que développe la Révolution française dans cette période-là, et ce qui est victorieux dans la Révolution française à ce moment-là, ça va précisément être les idées antiracistes. Parce que
Pas parce qu'on aurait d'un seul coup dit qu'on allait mettre en accord les propos qu'on avait dit et les actes, mais parce que les personnes qui se sont battues contre l'esclavage, les personnes qui étaient placées en esclavage, ont obtenu l'abolition de l'esclavage par leur lutte, et que ensuite la Convention nationale a décidé d'étendre l'abolition de l'esclavage à l'ensemble des territoires de la République française. Mais je vais vous lire un petit extrait de Robespierre en 1791 pour vous dire ça vous fait marrer, mais vous allez voir le niveau d'exigence qui était placé déjà en 1791. Et 1791, le débat qui porte, c'est de savoir si on va constitutionnaliser l'esclavage et la colonisation. C'est ça le débat. Donc c'est pas un petit débat qu'on peut balayer d'un revers de la main. Je vous dis juste ce qu'il dit parce que ça va vous éclairer, je pense, sur les débats qu'on a aujourd'hui, y compris sur la colonisation. Parce que la France est encore, à l'heure actuelle, une puissance coloniale. Même si dans les livres d'histoire, on a appris que, enfin dans les cours d'histoire, on a appris que la colonisation s'était terminée. Il y a encore 3 zones qui sont actuellement françaises, qui sont considérées par l'ONU comme territoire à décoloniser. Et les débats qu'on a eus récemment sur la Kanaki, je pense, montrent combien c'est un sujet qui est d'actualité. Donc, je vous lis un extrait. Dès le moment où dans vos décrets vous aurez prononcé le mot esclave, vous aurez prononcé votre propre déshonneur et le renversement de votre constitution. C'est un grand intérêt que la conservation de vos colonies. Mais cet intérêt même est relatif à votre constitution. Et l'intérêt suprême de la nation et des colonies elles-mêmes est que vous conserviez votre liberté et que vous ne renversiez pas de vos propres mains les bases de cette liberté. Et périssent vos colonies si vous les conservez à ce prix. Oui, s'il fallait perdre vos colonies ou perdre votre bonheur, votre gloire, votre liberté, je répéterai, périssent vos colonies. Vous voyez que le débat sur la colonisation, mais le débat sur l'esclavage aussi, le débat sur la couleur de peau, le débat sur peut-on faire de tout le monde des citoyens à égalité, indépendamment de la couleur de peau, il est en plein cœur de la Révolution française. Au moment où on invente le drapeau tricolore, au moment où on invente la Marseillaise, au moment où on invente la devise liberté, égalité, fraternité. Et la République française, la première, celle qui choisit pour la première fois de faire de son drapeau tricolore bleu, blanc, rouge le drapeau de la République française, elle tranche d'une manière claire. Elle dit le 4 février 1794, abolition de l'esclavage. Et que fait-elle ? Elle fait 2 choses. 1, elle dit que toutes les personnes qui étaient placées en esclavage, tous les hommes placés en esclavage, car c'est l'une des erreurs quand même majeures de la Révolution, c'est d'avoir laissé les femmes de côté. C'est quand même l'énorme erreur de la Révolution. Enfin bon. Mais elle tranche dans ce sens-là en disant tous ceux qui étaient placés en esclavage deviennent des citoyens de la République française. Ah oui, c'est logique. C'est logique. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que des citoyens de la République française ? Donc ce jour-là, les 500 000 personnes qui sont concernées en Haïti deviennent des citoyens de la République française. Voilà, on a tranché. On a dit qu'il n'y avait pas de différence entre les gens en raison de la couleur de peau. Et on ajoute évidemment la religion, tout ce que vous voulez. Parce que les citoyens sont égaux pour une seule raison, devant la loi, dans leur capacité à la faire et dans leur devoir de la respecter une fois qu'elle est faite. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là ? Tout à l'heure, je vous ai dit sur tous les thèmes, il faut aller taper l'extrême droite. Sur l'immigration, sur la sécurité, sur tous les thèmes, il faut aller les taper, mais aller les taper en assumant ce qu'on est nous. Pas en disant oui, bon, ils ont un petit peu raison quelque part. Non, ils ont tort sur tout. Ils ont tort sur tout, y compris sur ça. Ils se servent du drapeau tricolore, de la Marseillaise, etc. pour donner l'impression que leurs revendications sont majoritaires. C'est uniquement pour ça qu'ils prennent ça. Si vous enlevez le drapeau tricolore à un facho, il reste son programme. Et son programme, il est raciste. Donc, pourquoi ils arrivent un petit peu à faire passer ? Parce qu'ils utilisent des symboles qui portent une revendication pour l'ensemble du peuple français. Et la bataille sur ça, je sais qu'elle souffre de limites. Et il ne faut pas se voiler la face. Je vous ai dit, la France est encore une puissance coloniale. Bah ouais, il y a plein de gens. Le drapeau tricolore, pour eux, c'est le drapeau de la colonisation. De la patrie ou de leurs parents ou de leur propre patrie. Eh bien, c'est un enjeu. Et c'est un enjeu d'intégrer un maximum de gens qui le souhaitent dans cette lutte-là. Parce qu'elle est utile politiquement. Et parce qu'on peut y mettre un contenu antiraciste et un contenu social. Je peux vous faire toute la... d'ailleurs, je fais ça demain. Mais je peux vous faire toute la litanie. Parce qu'on a inventé la retraite, la sécurité sociale. Tout est inventé dans la Révolution. Il y a à peu près tout. C'est juste, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'on avait prévu de faire. Parce qu'après, ils nous ont zigouillé. Mais ce que je veux vous dire, en tout cas, c'est qu'il y a des outils. Et que, y compris, et j'en terminerai là-dessus, mais ça n'est pas seulement un outil de bataille contre l'extrême droite dans le sens où on va aller les taper sur un thème qui serait à eux, ce qui n'est pas vrai, ce n'est pas leur thème. Mais c'est aussi un outil c'est un mot anglais, j'aime pas trop, mais d'empowerment. Parce que ce que vivent plein de jeunes, c'est précisément une mise à l'écart de la nation. Quand un policier vient contrôler l'identité d'un jeune, c'est donc quelqu'un qui vient avec un drapeau tricolore dire d'une certaine manière que son identité n'est pas certaine. Pardon, mais c'est un problème, hein.
Normalement, un contrôle d'identité, ça doit être basé sur le fait qu'on soupçonne un délit. Il y a plein de fois où c'est pas le cas. Et il y a plein de fois où les jeunes de quartier, moi, ce qu'ils me racontent, c'est qu'ils doivent faire le tour. Ils font 1 kilomètre de détour pour éviter la voiture de police parce qu'ils savent qu'ils vont se faire contrôler pour la 10e fois de l'année et qu'ils n'ont pas envie de se faire contrôler. Ça, c'est de l'insécurité, par exemple. Et ça ne vient pas des jeunes de quartier. Ça vient de ceux qui appliquent ce genre de règles, qui ne sont pas des règles d'ailleurs. Mais ce que je veux vous dire, en tout cas, c'est que sur les principes, au moment où on invente nos symboles, on invente des pratiques et des règles qui sont totalement contradictoires avec l'extrême droite. Il y a une règle dans la Déclaration des droits de l'homme de 93 qui dit qu'on n'a pas le droit d'aller envahir un pays, le pays d'un peuple libre. Il y a donc des règles qui interdisent la colonisation. Je vous ai dit ce que dit Robespierre sur la colonisation. Donc la colonisation est une trahison des idéaux de la République française. Et normalement, on ne devrait pas faire la colonisation au nom du drapeau tricolore. D'ailleurs, au moment où Jules Ferry défend à l'Assemblée nationale l'idée d'une inégalité entre les races, parce que c'est comme ça qu'il parlait à l'époque, quand il défend ça, il y a Jules Mayne, je crois qu'il s'appelle, à l'Assemblée nationale qui dit « Vous osez dire cela au pays où ont été proclamés les droits de l'homme et du citoyen ». Donc il y a des gens qui s'appuient sur ce qu'est l'identité nationale républicaine de la France pour contester celui qui défend le racisme pour la colonisation. Ce que je pense que nous avons à faire sur cette bataille-là, mais c'est l'une des batailles à mener, ça n'est pas la seule, et bien sûr, il y en a d'autres. Mais ce qui me semble utile, c'est que c'est des outils qui peuvent rassembler largement, à condition d'aller contester, pour l'instant, la forme d'hégémonie qu'a eu l'extrême droite sur le sujet. Parce que pour l'instant, si vous prenez un drapeau tricolore et qu'il n'y a pas de cadre, peut-être qu'il y en a plein qui peuvent se dire « Ah, voilà un facho ». Eh bien, ça peut être exactement l'inverse. Il se trouve que ça peut être des républicains antiracistes. Peut-être pour apporter une forme de contradiction depuis un regard américain, une fois encore. Les Noirs américains sont sans doute la population opprimée qui, dans l'histoire du monde occidental, a le plus grand attachement au drapeau de son oppresseur. Il n'y a pas un album de rap sur lequel vous n'ayez pas Star and Stripes. Il y a une autre réalité intéressante qui est que l'amour du drapeau, quand elle se matérialise à son point ultime, c'est le fait de s'engager dans l'armée. Le drapeau, c'est quand même beaucoup ça. Je crois que près de 60% aujourd'hui des militaires de carrière aux États-Unis sont des hommes noirs. Ils sont 6% de la population. Pour une première raison, qui est que depuis la fin de la discrimination raciale dans l'armée américaine au moment de la guerre du Corée, il y a une relative équité dans l'armée américaine. Vous avez une éducation, une formation, vous pouvez passer gratuitement votre permis de conduire. C'est une forme d'ascension sociale, l'armée, quand on vient des quartiers pauvres, des grandes villes, etc. Mais il y a aussi autre chose qu'il faut garder à l'esprit, et c'est peut-être ce qui me gêne avec cette idée que l'amour du drapeau pourrait faire renaître le vieux mythe de l'opposition entre le bon nationalisme et le mauvais nationalisme. La bonne nation, c'est la nation civique, par opposition à la nation ethnique. Et que l'un pourrait être la métaphore de l'autre. Les soldats noirs américains qui servent sous le drapeau, ils servent une nation impériale. C'est-à-dire, c'est une nation qui, par exemple, a été faire la guerre en Irak. C'est une nation qui a participé, c'est une armée qui a participé, si je prends juste depuis le début des années 2000, à un certain nombre de coups d'État, de soutien à des régimes autoritaires, de guerre islamophobe. Et les Noirs sont là, avec le drapeau au cœur. Autrement dit, le prix de leur citoyenneté, c'est d'être les bons petits soldats de l'Empire. Et je ne sais pas si l'avenir, mais une fois de plus, je parle en n'ayant absolument aucune compétence sur le sujet, si ce n'est d'avoir un passeport français. Envoyer un jeune musulman, français ou pas, au Sahel, avec l'armée française, pour prix de sa pleine citoyenneté, soit forcément le meilleur moyen d'arriver à la nation civique. Oui, on connaît tous qu'il y a la tradition anti-impérialiste du drapeau, d'accord, mais sur 3 siècles d'histoire, le drapeau, quand même, il a plus souvent été déployé pour clamer la grandeur nationale. C'est plus un outil de nationalisme que de nation modeste. Et de mon expérience américaine, une fois de plus, les États-Unis sont une nation impérialiste que la France a été pas mal, mais et sans doute moins aujourd'hui. Faire des Noirs américains les têtes de cortège des guerres islamophobes au Moyen-Orient, je ne suis pas sûre que ce soit un avenir de nation civique forcément remarquable.
je suis plutôt de l'école Mohamed Ali, vous voyez. C'est-à-dire, à la fois, on comprend le désir d'ascension sociale, et les Noirs américains sont évidemment ni stupides, ni des laquais de l'impérialisme. Ils ont besoin de cette reconnaissance. La citoyenneté, ils veulent la gagner. Il y a eu des grands débats au moment de la Première Guerre mondiale, où les Noirs de gauche se disaient « mais est-ce qu'on va se battre pour Oncle Sam ? On est lynchés, on n'a pas le droit de vote, on se fait cracher dessus, il faut qu'on monte à l'arrière des bus dans le sud. » Et le grand intellectuel noir W.B. Du Bois disait « si, on y va. Parce que ce pays, on l'a fait, avec notre sueur, donc on reste, on est là, on le défend, et quand on va revenir et qu'on aura sauvé le pays avec nos beaux uniformes, enfin peut-être pas si beaux parce qu'ils auront été un peu abîmés pendant la guerre, on va nous la donner, notre citoyenneté. » On leur a dit la Première Guerre mondiale, ça n'a pas marché. La deuxième, ça n'a pas marché. La troisième, guerre de Corée, guerre froide, etc., ça commence à marcher. Le problème, c'est qu'ensuite, guerre du Vietnam, comme le dit une fois plus Mohamed Ali, l'homme blanc envoie l'homme noir tuer l'homme jaune. C'est un peu caricatural. Mais l'idée selon laquelle on peut faire l'intégration d'une population historiquement marginalisée par les structures de pouvoir dominantes, en les mettant précisément leur vie, leur sang, leur chair, au servir de cette même structuration-là, c'est peut-être un peu dangereux. Il n'y a pas plus patriotes que les Noirs américains, mais leur service continu et le fait qu'ils soient surreprésentés parmi les victimes de guerre dans des guerres impériales n'a pas fait diminuer le racisme. Vous voyez, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'un Malcolm X disait un Noir avec un doctorat, ça reste un NEGRE. Un arabe en uniforme, je pense que ça reste un arabe, pour le raciste, vous voyez, si vous voulez, et que, y compris même, ça l'énerve. Donc je serais peut-être plus un petit peu inquiète sur le fait que le drapeau, c'est aussi l'Empire. Je me permets de répondre, enfin je ne sais pas si une éventuelle réponse vous intéresse, mais en réalité, je partage. Enfin, je veux dire... je partage complètement cela. Et c'est précisément parce que je partage que je pense que plus on y a... Je veux dire, ça ne changera pas. Je veux dire, si la France, que nous ne sommes pas au pouvoir, décide d'envoyer l'armée je ne sais où pour aller faire la guerre à je ne sais qui, enfin la France, Macron, parce qu'en réalité, il peut décider tout seul, s'il décide d'aller faire la guerre à je ne sais qui, en l'occurrence, c'est quelque chose qui existe déjà et qui peut déjà être employé. Ce que j'essaye de dire, c'est que, y compris sur ce sujet-là, c'est de notre devoir de contester le sens qu'essaye de mettre l'extrême droite à l'intérieur de ça, parce que pour l'instant, ce qu'elle met à l'intérieur, c'est précisément ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'eugénisme. En réalité, ce qu'elle met à l'intérieur de identité nationale, avec le drapeau, avec la Marseillaise, etc., c'est la France blanche qui n'est surtout pas musulmane, parce que sinon, ça ne correspondrait pas. Or, ce que j'essaye de le travail que j'essaye de faire, qui est par nature incomplet, parce que tant que la France est une puissance impérialiste et capitaliste, c'est un problème. Et l'hypothèse la plus vraisemblable est qu'elle le reste pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on arrive au pouvoir. Et encore, c'est même pas sûr que si on arrive au pouvoir, on arrive à mettre à bas le capitalisme et à arrêter les logiques impérialistes du jour au lendemain. Ça n'est même pas sûr. Ce que, par contre, je pense, c'est que en ne se battant pas sur ce terrain-là, pour le coup, on laisse un outil à l'extrême droite qui est un outil qui en soi provoque de l'unité. Et d'une certaine manière, la bataille qui est à mener, à mon sens, c'est une bataille sur ce qui définit ce qu'est être français. Parce qu'on peut mettre derrière ces mots-là, on peut mettre des logiques qui sont des logiques raciales, nationalistes, etc. C'est ce qu'essaye de faire l'extrême droite. Mais on peut aussi mettre autre chose derrière. Moi, je vous donne des sentiments qui viennent aussi du militantisme que je fais dans les quartiers populaires. Et un des sentiments qui est celui des jeunes de quartier, c'est, en tout cas qu'ils me transmettent, je ne sais pas si c'est l'intégralité des jeunes, je ne sais pas si ce sentiment est largement partagé, je parle de l'expérience que j'ai concrètement sur le terrain de ma circonscription. On n'est pas des Français comme les autres, on n'est pas traités à part égale avec les autres, on n'est pas traités à égalité avec les autres. Et la revendication, c'est une revendication au nom du fait qu'on est Français, d'être traités simplement comme des Français et d'être traités à égalité avec les autres. Et si jamais ceux qui les repoussent comme faisant partie de la nation française
n'ont pas d'éléments pour se dire oui, nous formons un peuple sur des bases qui sont des bases, y compris, enfin, on pourrait faire le détail en entier, mais ce que développe la Révolution à la fin, c'est une idée qu'il ne peut pas y avoir de guerre de conquête. Les principes qui sont adoptés par la France, c'est aucune guerre de conquête n'est légale. Donc, et avec des formules qui sont assez belles à mon sens, comme le peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres. Robespierre a même une formule, parce qu'ils réfléchissent chacun à faire des déclarations des droits de l'homme, et Robespierre, il dit « Les hommes de tous les pays sont frères, et les différents peuples doivent s'entraider selon leur pouvoir comme les citoyens d'un même État. » Vous voyez, c'est une logique internationaliste d'une certaine manière qui est développée. Donc, si on met derrière ces symboles-là du nationalisme et de la guerre de conquête et de l'impérialisme, je pense que pour le coup, on s'assure du fait qu'ils servent de cette manière-là. Par contre, si on essaye de mettre à l'intérieur, je dis pas qu'on gagne, hein. Et tout à l'heure, quand je vous disais il faut les battre sur l'immigration, il faut les battre sur la sécurité, je dis pas qu'on gagne. Je dis que si on mène la bataille, on est sûr qu'on la perd. Donc, ça peut être un des outils. Et moi, le truc que je veux plus avoir à entendre, en tout cas, c'est quand à 2 heures du premier tour de l'élection législative, il y a un gamin qui vient me voir et qui me dit « Monsieur, est-ce qu'on sera encore français dans 2 heures ?» Je veux pas avoir à entendre ça. Parce que la revendication, c'est une revendication qui est une revendication. Ça, être français, mais derrière être français, c'est pas l'identité nationale en soi qui est intéressante. C'est quels sont les droits qui sont associés à ça. C'est qu'est-ce qu'on défend comme identité associée à le fait de partager, en l'occurrence, de faire partie d'un même pays. Sinon, ça sert à rien. Si c'est juste avoir un drapeau, une Marseillaise et je sais pas quoi, puis aller se battre contre n'importe qui, ça ne sert à rien. Ça n'a pas de sens. Ça n'a du sens que si c'est des droits qu'on se gagne pour nous-mêmes, mais aussi des droits qu'on pense valoir pour l'ensemble de l'humanité si les autres ont envie de se les donner. C'est pas on oblige les autres à avoir les mêmes droits que nous, c'est on dit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ça veut dire c'est pour tout le monde, y compris pour la personne qui n'a pas la nationalité française. Et la Révolution fait dans la liste de ses principes du droit d'asile, un des principes de la Révolution, de la République française. Donc, ce que je veux dire, c'est que d'une certaine manière, il y a tout à cette période-là. Et que, ensuite, tout est perverti et tout est utilisé d'une manière qui est contradictoire. Et que, évidemment, les forces qui sont au pouvoir actuellement les utilisent dans ce sens-là, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en réalité dans toutes les puissances coloniales, mais même dans des puissances qui ne sont pas des puissances coloniales. Il y a des gens au pouvoir qui se servent des symboles nationaux pour asservir les gens. L'idée, c'est que si jamais on s'en empare et qu'on s'en empare comme des symboles populaires, alors peut-être on peut en faire quelque chose qui est quelque chose d'utile et de progressiste et d'utile non seulement pour soi, mais pour l'humanité. Bon, je vais être rapide vu qu'on a déjà beaucoup parlé. Je trouve que le débat est intéressant. Moi, j'ai pas vraiment de réponse, mais moi, je fais un comparatif avec un pays qui n'est pas la France. Moi, je suis à Lévis et effectivement, là, il y avait l'Euro de football cette année et la Turquie était allée assez loin. Et à un moment donné, effectivement, lorsqu'ils sont qualifiés, je sais plus quelle équipe, je crois la Croatie, l'un des joueurs a fait le signe des louris. Effectivement, à ce moment-là, on se dit que, en fait, la question c'est, même si on a envie d'être derrière, qu'on a envie de soutenir, quelque part, on en est exclu. Et je pense que les personnes, en fait, c'est pas que les personnes des quartiers populaires ne veulent pas du drapeau. Je pense que c'est le drapeau qui ne veut pas d'eux. Et justement, je pense qu'effectivement, à l'avenir, si vraiment on veut s'en emparer pleinement, en fait, il faut déjà prendre le pouvoir et appliquer nos idées. Avant ça, je pense vraiment que les gens vont tout de même avoir un sentiment de ok, je suis français, ok, j'aime bien mon drapeau, mais on me rappelle que je suis arabe, que je suis noir, on me discrimine au logement, on me discrimine pour un emploi, et effectivement, c'est de là que vient le rejet. Bon, il y a une phrase qui est un petit peu vulgaire, mais lorsqu'on la comprend, je pense qu'on comprend le ressentiment qui peut aussi exister dans une partie de la population. C'est une phrase de Tandem dans 93 Hardcore. Je vais pas la citer en entier parce que bon, il y a des mots que je peux pas dire. Tatata, la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Et je pense que je le dirais pas comme ça, mais c'est un petit peu ça. Effectivement, on pourra être pleinement français seulement lorsqu'on aura pris le pouvoir et qu'on aura fini avec toutes ces questions de racisme, etc. et qu'on sera accepté comme on est
dans ce pays. Ensuite, juste pour finir, je pense que de manière stratégique, effectivement, je pense que la majorité des gens sont attachés au drapeau français et que vouloir être plus antiraciste que les antiracistes, en fait, faire du symbolique là où on pourrait faire du concret, effectivement, parfois, je pense que ça nous dessert lorsqu'on est dans le rejet des symboles de manière assez, comment dire, j'ai plus le mot, mais dogmatique. Voilà, merci. Ce qu'on pourrait faire, c'est prendre un petit peu plus de temps, même si on a déjà dépassé une dizaine de minutes pour faire tourner la parole pour celles et ceux qui veulent. Et ce serait bien d'avoir une alternance femmes-hommes. Et désolé encore pour le retard, mais c'était passionnant du coup. Bon, merci pour vos interventions. Je vais essayer de ne pas être trop confus. En fait, moi, à chaque fois qu'il y a une conférence sur la lutte contre le racisme, que c'est marqué quelque part, j'y vais. Parce qu'il me semble que c'est quand même le nœud principal en ce moment en France. On voit la place que ça prend dans les médias, la place que ça prend dans les programmes de partis. Là, le RN, on dit ils ont perdu, mais en fait, ils progressent sans arrêt. Ils font des scores qui sont hallucinants quand même. Et une fois que tu as enlevé tout ce qu'ils disent et en fait qu'ils vont pas faire le salaire, tout ça, en fait, il reste plus que le racisme, l'immigration, l'islamophobie en premier lieu. Et donc, en fait, moi, il me semble que la lutte contre le racisme, ça devrait être vraiment le premier poste de réflexion actuellement si on veut gagner quelque chose, quoi. Gagner, voilà. Et il faudrait, en fait, parce que lutter, là, on est dans le constat, dans la dénonciation, c'est très bien, il faut le faire. On a eu quelques pistes, hein. Il y a la représentativité, je pense qu'on est loin d'avoir fait le job encore. Il y a eu des pistes qui ont été dites aussi sur, on va dire, la bataille culturelle, mais en fait, il y a eu des époques où en fait, on est allé bien plus loin dans l'inventivité et dans l'expérimentation. Je pense notamment au droit civique, aussi bien dans le rapport de force que dans la bataille culturelle. Et là, il va falloir inventer plein de choses. Là. Maintenant, c'est urgent, parce que sinon, en fait, on va perdre tout, et notamment notre dignité. Et voilà, et je pense qu'en fait, voilà, moi, j'ai pas de solution comme ça, mais quand même, sur la représentativité, il y a encore du boulot. Avant d'aller voir le racisme à l'extrême droite ou à l'extrême centre ou à la gauche, faut déjà aussi balayer devant notre porte. Moi, je militais à la France Insoumise et en fait, il y a des moments de gêne quand il y a une fille qui porte le hijab ou quand il y a un homme d'origine arabe qui parle avec un peu trop d'assurance. Et peut-être dans les pistes, c'est que en fait, ben là, effectivement, les racistes, ils prennent la confiance. Maintenant, ils sont fiers. Et il va falloir qu'on leur enlève cette fierté. Il va falloir qu'on ringardise vraiment leur truc de merde. Parce qu'avant, c'était un peu, c'était pas la fierté, voilà. C'est des pistes, mais il va falloir vraiment qu'on n'en fasse pas qu'une, que ce soit un poste de réflexion hyper important. Youssef, Marseille. Alors, je ne suis pas un militant politique, donc je vais parler un peu plus simplement, peut-être. Je vais enfoncer le clou en forme de clarification par rapport à Antoine. Je ne suis pas menacé par le RN. J'ai 50 ans. Tout ce qui m'a menacé ou que j'ai vécu de négatif, ce n'est pas le RN. Et si demain le RN arrive au pouvoir, je ne serai pas menacé. Parce que l'égalité, pour moi, ce n'est pas une lutte à mener. C'est une conviction profonde qu'on est égaux. Toi, Antoine, et tous les autres, et la France, est menacée par le RN. C'est pas moi qui vais être la cible du RN demain. Parce que même si je suis la cible, je serai une victime qui est complètement lucide sur ce qui se passe autour de moi, sur mes frères, les êtres humains. Mais par contre, tu seras menacé parce que si demain le RN passe, en fait, ce qui m'arrivera, tu en porteras la responsabilité. Alors, c'est pas... J'espère que tu le prendras bien, c'est en forme de remise en question. Il y a une remise en question qu'il faut pousser dans ce racisme institutionnel qui fait qu'aujourd'hui, il y a une certaine partie des gens qui rentrent dans la lutte antiraciste en pensant qu'ils le font par solidarité, etc., etc. En fait, ou vous êtes convaincus que nous sommes égaux, ou vous ne l'êtes pas. Et alors, il y a un débat à mener, et il y a des choses à faire, il y a des luttes à engager. Mais en réalité, si on est égaux, ben en fait, on passe à l'action de l'égalité. Voilà. Et j'ajoute une dernière chose.
Et je vous remercie tous pour votre participation à ce débat. C'était très intéressant, vraiment, toutes les interventions. Merci aussi à l'animatrice qui a posé toutes les questions qu'on avait envie de poser à certains moments. C'est vrai que le racisme institutionnel, en fait, il y a beaucoup à faire. Vous parliez d'histoire tout à l'heure. Moi, j'ai 50 ans, j'ai toujours été dans le discours public. Je me suis toujours senti exclu du récit national à plusieurs reprises. Alors que vous ne venez pas me dire. Alors, tantôt, c'est en me disant qu'il faut m'intégrer, donc c'est un peu paradoxal. Tantôt, donc le RN, on m'en parle, on me fait peur avec le RN, on me dit de faire barrage au RN. Mais pour l'instant, ce qui me fait mal, c'est pas le RN. Et si demain le RN vient, moi, je suis vacciné depuis très longtemps par rapport à ce qui se passe dans cette société du point de vue humain. Ceux qui ont un gros problème à régler, c'est ceux qui se sentent un peu en position d'observateur, de se dire « Ah, mais il faut les aider. » Voilà. Merci. Je pense qu'on va en prendre une dernière et après on pourra discuter individuellement, mais il faut qu'on laisse l'espace à 15. Oui, bonjour. C'est pour une question pour Madame Sylvie Laurent. Vous êtes historienne. Clémenceau, j'ai un petit peu quelques problèmes avec les dates, mais peu importe. Je sais qu'il s'est rendu aux États-Unis à une époque, vers la fin du 19e siècle. Et je voudrais savoir si vous le saviez. Et parce que c'est un autre historien, un jeune historien, professeur d'histoire tout simplement, qui l'avait évoqué, je lui avais posé la question. Alors, puisqu'il est allé, Clémenceau, aux États-Unis, qu'avait-il à dire sur le racisme énorme qui exterminait des Noirs et des Indiens là-bas? Eh bien, il n'a pas pu me répondre parce qu'il ne savait pas, lui non plus, qu'il n'avait rien dit apparemment. Alors, je ne sais pas, si vous n'avez pas de réponse là-dessus, j'en suis bien embêtée. Oui, mais je vais botter en touche, je vais vous répondre quelque chose. Les Français ont une grande tradition de voyage aux États-Unis et l'un des livres de sciences politiques le plus vendu de l'histoire de tous les livres sur les États-Unis, c'est De la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, 1836, qui est, semble-t-il, qui est considéré, disons, comme le livre qui analyse le mieux les États-Unis, leur formation, leur idéologie politique. Et Tocqueville disait, si je suis parti pour essayer de comprendre ce qu'était une démocratie, et ce que j'ai trouvé, c'est la démocratie. Tout est dit. C'est-à-dire que 1836, on est à l'âge d'or de l'esclavagisme américain. On est sous Andrew Jackson, qui est, pour ceux qui connaissent un petit peu les États-Unis, l'ancêtre un petit peu de Donald Trump. C'est un populisme extrêmement ancré sur la souveraineté de l'homme blanc, une terre, une voix, un homme, etc. Donc pour vous dire que si Tocqueville lui-même, qui en toute justice consacre quelques passages ici ou là à la question amérindienne et à la question noire, mais quand même en note de bas de page assez largement, si le plus grand livre écrit par un Français sur les États-Unis dit ce que j'ai vu, ça n'est pas une démocratie, c'est la démocratie, je ne sais pas ce qu'a écrit Clémenceau, mais je doute que ce soit très révolutionnaire. Et je vous en prie. Sur les races supérieures qui ont un devoir par rapport aux races inférieures. Jules Ferry est qu'on surnommait le Tonkinois à cause de toutes les actions qu'il avait au Tonkin. Et il y a un débat absolument incroyable à la Chambre où Clémenceau démonte complètement l'affirmation, Clémenceau, l'homme de droite, qui va démonter complètement l'affirmation d'un homme de gauche, Jules Ferry, qui est même la grande référence de la gauche, en disant mais que ce que vous insinuez par ces histoires de races supérieures, etc. Extraordinaire. On le trouve facilement, ce débat. Voilà. Merci. Alors, si j'ai bien noté les questions, il y avait la première question, c'était est-ce qu'il ne faut pas ringardiser les racistes? Bah si, mais en réalité, ils se sentent déjà ringards eux-mêmes. Parce que un des trucs que disent les racistes, c'est « je suis pas raciste, mais… ». Vous avez déjà remarqué? Et dans le bouquin de Félicien Faury, c'est quelque chose qu'il note beaucoup dans le bouquin de Félicien Faury, pardon, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Moi, je vous invite à le lire, il est super, ça s'appelle « Des électeurs ordinaires ». C'est une enquête sur les électeurs du Rassemblement national, une enquête quali où il a passé du temps sur le terrain entre deux campagnes présidentielles, entre 2016 et 2022. Et il a fait des entretiens
de fond avec des électeurs Rassemblement National. Et il met, par exemple, comme citation, il dit « c'est pas du racisme », et un autre qui dit « je ne suis pas du tout raciste », et un autre qui dit « on n'est pas raciste, vous savez ». Et en fait, à chaque fois, évidemment, ils disent des propos racistes derrière. Je suis pas raciste, mais... Et ensuite, insérer ici un propos raciste. Donc, ça veut dire que, je ne sais pas si on peut le traiter comme ça, mais d'une certaine manière, il y a quand même une hégémonie culturelle qui reste présente en France que être raciste, c'est mal. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'est-ce qu'on met derrière la notion de racisme. Et l'inégalité supposée entre les gens en raison de la couleur de peau ou de l'origine, tout le monde va vous dire que c'est du racisme. Mais pour ceux qui étaient là au début et qui ne sont pas arrivés dans la nouvelle vague là, qui vient d'arriver, quand tout à l'heure je donnais des exemples de phénomènes racistes qui sont pas du racisme systémique, bah c'est ça qu'il faut interroger. Et quand on dit combattre le racisme, les luttes antiracistes sont des luttes qui permettent de remporter la victoire contre l'extrême droite, en fait ce que ça fait, c'est que ça essaye d'enlever le terreau de l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, elle peut s'enraciner chez chacun d'entre nous d'une certaine manière. À partir du moment où vous n'avez pas mis de côté l'intégralité des éléments, à partir du moment où vous ne vous êtes pas déconstruit, y compris sur les questions de racisme et de discrimination en raison de tout ce que vous voulez, de la couleur de peau, du genre, de l'orientation sexuelle, tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, chacun d'entre nous peut être une porte d'entrée pour l'extrême droite. Et d'ailleurs, dans la littérature, la manière qu'elle a plus souvent décrite, la métaphore qu'elle a plus souvent utilisée dans la progression de l'extrême droite, c'est des métaphores de maladies. C'est Rhinocéros de Ionesco, où chacun devient rhinocéros l'un après l'autre. C'est la peste de Camus. C'est une maladie. C'est quelque chose qui grandit. Si jamais vous vous dites bah, ça sert à rien d'aller contester sur leur thème, bah, vous laissez grandir l'adversaire. Et puis à un moment donné, la maladie l'a emporté. C'est bon, la peste brune a gagné. Par contre, si vous essayez de faire reculer les éléments qui peuvent faire que la maladie s'incruste en vous, si vous faites du vaccin antiraciste chez chacune des personnes, et y compris chez nous-mêmes, là, pour le coup, on se donne les moyens que l'extrême droite, non seulement ne s'enracine pas, mais recule. Et c'est ça un des éléments, je pense, qui peut être utile. Et puis après, je suis d'accord avec la personne qui m'a interpellé. On est contraint de grossir le trait nécessairement pour essayer de faire passer en force et en vitesse des idées. D'ailleurs, je pense que le débat qu'on a eu est aussi un grossissement d'un trait où je pense que si on discutait assez longuement, en réalité, on se rendrait compte qu'on est d'accord sur plein de sujets, je pense. Je n'en suis pas sûr à 100%, mais je pense. Enfin, sans doute qu'on l'est. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que des fois, on grossit le trait. Donc quand je dis « moi, je ne vais pas être victime de l'extrême droite », c'est une manière, non pas de dire « moi, j'aurai une différence avec les autres », c'est que l'extrême droite fait de moi une personne différente des autres. Mais moi, je n'ai jamais contesté mon égalité avec l'intégralité de l'humanité, peu importe où est la personne sur la Terre. Et d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas dit un mot de l'échange, mais la question de Gaza, il y en a plein qui nous ont dit qu'il ne fallait pas en parler parce que dans les campagnes, ça ne parle pas je ne sais quoi. Bah, précisément, on ne va pas parler d'un truc qui concerne l'humanité tout entière, ça n'est pas possible. Parce que chaque enfant qui meurt là-bas, c'est un enfant qui meurt chez nous en réalité. Il y a une humanité universelle. Donc, voilà, moi je ne fais pas de différence dans l'humanité. Par contre, les autres, oui, ils en font une différence dans l'humanité. Mais ce n'est pas nous. Ben, je pense qu'on peut arrêter là parce qu'on doit rendre la salle de toute façon. Mais on peut discuter. Juste, on doit rendre l'espace. Merci à tous.